Une des masseuses, un jour, elle m'a dit « Ah mais je vois que vous travaillez beaucoup. Un jour, c'est vrai que je vous ai massé la tête, j'ai mis mes mains autour de votre tête et j'ai senti de la chaleur sortir, tu vois. » Et j'étais tu vois, c'était marrant qu'elle ait dit ça. J'explique aux consultants qui sont mal payés dans les agences de se barrer de la défense et de gagner 3 fois plus et être remote. Je leur dis écoute, t'auras pas de ticket de resto, t'auras pas de réduction pour le parc Astérix, mais tu gagneras 3 fois plus. Moi, j'aime pas la pensée victimaire. Genre, oh, c'est dur, I hustle hard. Franchement, moi aussi, je travaille dur, tu vois. Mais t'as pas besoin de le montrer. T'as des gars qui sont en Slovénie, ils partent de zéro et ils se lancent. Et moi, je suis en France et j'ose pas me lancer. En fait, toi, t'as fait start-up, énorme ambition. Ensuite, t'as fait agence. Voilà. Et maintenant, tu vas dire, allez, me casser les couilles. T'as lâché ton Ouais. agence et t'es solopreneur avec une petite équipe, quoi. Moi, j'étais comme toi. Le sport, tu te dis, quoi qu'il arrive, je dois faire 3 séances par semaine. 3 fois, parce que c'est beaucoup 3 fois. C'est pas négociable. Marché conclu, tu le fais. Allez, go. Ah, et même en vacances. En fait, t'achètes mes produits et tu vends plus que ce que t'as acheté à l'intérieur de mes produits. Ouais. Parce qu'en fait, si tu veux, dans les canaux d'acquisition, il y a un canal qui est sous-estimé, c'est le canal Thibault, lui. Moi, j'ai fait un ROI en général entre x100 et x1000 à chaque fois que j'achetais un produit chez Thibault. Fois 1000. Ouais. Parce qu'en fait... Ah oui, pour les punks du web. Ouais, les punks du web, j'ai fait x1000. Ça veut dire j'ai acheté 29 €. Parce qu'en fait, si tu veux, quand je me suis lancé sur les punks du web, donc tu as lancé ton offre il y a à peu près un an, j'ai pris l'abonnement mensuel. Pour une raison très simple, pas parce que j'avais pas confiance dans la qualité et tout ça, c'est pas ça. C'est que j'aime bien échelonner les paiements et tout ça. Et puis, pour des questions de trésor, parce qu'en fait, comme mes clients me payent souvent assez tard et tout, j'aime bien comme ça. Donc, voilà ce que je commençais. Donc, j'ai mis 29 €. Et là, très vite, j'ai lancé une petite offre dans la communauté qui a tout de suite fonctionné. Ça a bien marché. Donc, j'ai dû faire le premier mois, je sais pas, 500 balles. Et ensuite, après, j'ai fait une conférence. Et là, pendant plusieurs mois, j'ai dû faire 4 000 ou 5 000 € par mois sur la communauté punk du web. Que ce soit du coaching, du consulting, du SEO, pour différentes personnes qui font partie de la communauté. En fait, alors, je ne sais pas le chiffre exact de membres, mais imaginons qu'il y en a à peu près 500. Dans les 500, j'ai dû travailler entre 50, plus de 10%, peut-être entre 50 et 100 personnes. À la fin, ça m'a fait... je pense que pour un investissement de 300 € sur 10 mois, je pense que j'ai pas fait loin de 30 000 €. Oui. Donc, fois 1000. Bon, mais là, je crois que c'est un peu un record. Après, là, j'ai fait le bootcamp. Bootcamp, moi, si je faisais x10, ça aurait été déjà top. Parce que le bootcamp, donc j'ai investi 6 000. L'objectif, c'est faire 60 000. Maintenant, donc x10, c'est déjà très bien. Donc là, en fait... c'est en cours, donc, parce que je viens de finir le bootcamp. Donc, dans quelques mois, peut-être dans quelques mois, je pourrais te donner les chiffres. Mais Ça, c'est le ROI direct. Après, il y a du ROI indirect. C'est compliqué, les notions de ROI, parce que prends, par exemple, quand tu as un client que tu fonctionnes et tu vas bosser avec lui pendant 10 ans, parce que tu l'as rencontré dans un truc de Thibault, ou n'importe quoi, et en fait, il t'a ramené 1 million. Il m'a dit hier, tu vois, un gars du mastermind, Olivier, il m'a dit un truc que j'ai jamais calculé comme ça. Il m'a dit Malte m'a généré plus d'1,5 million de chiffre d'affaires. Et tiens, j'ai dit c'est marrant parce que les gens ils raisonnent en mission. Je lui dis en combien de temps? En 5 ans. Et en fait, le gars il a fait l'effort de calculer pas le chiffre d'affaires de son année. Il a dit non, en cumulé les prospects que j'ai eus sur Malte, ils m'ont généré tant. C'est intéressant et c'est vrai que du coup moi j'ai commencé à acheter les produits Thibault. Donc, on va dire, il y a à peu près... le premier produit, c'est le manuel LinkedIn. Alors, le manuel LinkedIn, je peux te raconter, parce que j'ai acheté le produit manuel LinkedIn. Combien il vaut le produit, le manuel? Ça dépend quand tu l'as acheté. Aujourd'hui, 150 €. Ah, 150 €. Mais à l'époque, c'était 30 €. Ok, alors j'ai acheté le manuel LinkedIn. Quand j'ai commencé donc, j'ai travaillé un peu mon profil, j'ai commencé à écrire du contenu. Première année, en faisant rien, des posts pourris et tout, j'ai fait 60 000 €. Avec le manuel LinkedIn? Ouais, en écrivant du LinkedIn. Ouais. Alors, oui, parce que c'est la seule forme. Enfin, si tu veux, j'ai pas fait de formation LinkedIn, quoi. J'ai lu un peu ce que tu dis. Ouais. J'ai testé des trucs et tout. Et en fait, alors ça paraît beaucoup, 60 000 €. Mais en vrai, ça, par contre, j'ai calculé. Je sais qu'en un an, sur LinkedIn, j'ai fait 60 000 € la première année où je me suis lancé. Pourquoi? Parce que j'ai réactivé 2-3 anciens clients qui, d'un coup, se sont rappelés de moi. Et eux, j'ai signé 2-3 contrats à 20 000. Et ensuite, j'ai gagné pas mal de petits contrats à 10, 15, 20. Je prends un autre exemple, tiens, que tu sais pas. Solopreneur d'élite. Le cours? Ouais, le cours. Donc, combien il vaut?
Bah toi tu l'as eu ah mais non, mais en je l'ai fait acheté, normalement tu l'as gratuit si tu prends l'accompagnement. Ouais, Mais en fait toi t'as pris l'accompagnement et t'avais acheté Ouais. avant le cours. Et OK, le cours il coûte 250. Ouais, 200. Bah, dans Solopreneur d'élite, bon, j'ai pas tout. Tu sais, c'est un bouquin, ça va me prendre du temps à faire tout, ce qui est écrit dans le livre. Il y a mais bon, dans Solopreneur d'élite, par exemple, tu vois, prends un truc, juste ce que tu fais, toi, le Better Call Thibaut. Oui. Enfin, voilà. Ça, pour moi, le setup, tu vois, du Calendly Stripe, je me suis pas mal inspiré de toi et de Oussama. Je l'ai fait à ma sauce. Je peux te dire exactement combien je fais là-dessus. Je l'ai montré de toute façon. J'ai fait à peu près 50 000 euros en un an et demi là-dessus. Mais c'est moi qui t'ai montré comment setup le. Non, ça veut dire tu le détailles, mais je l'avais plus ou moins. Comment dire, tu le détailles. En fait, le setup technique, il n'est pas difficile, donc c'est pas ça qui m'a intéressé. Non, ce qui m'a intéressé, en fait, et ce qui m'a parlé, en réalité, c'est pourquoi on fait des petits produits. Pourquoi on fait des produits d'une heure de conseil de Better Call. Ça, par contre, j'étais très étranger à cette mentalité. Et je voyais pas l'intérêt. Alors, je vais te dire pourquoi maintenant. Comment je traduis ça dans le langage de Thibaut, comment je l'interprète. C'est que comme Thibaut, il aime bien le cash tout de suite. Mais c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas le chiffre d'affaires généré. Il y a beaucoup de gens qui sont « Ah, j'ai signé pour 15 000 euros, pour 20 000 euros, etc. » Toi, tu raisonnes plus en cash flow. Donc, tu préfères 250 euros, 300 euros tout de suite qu'un signer un contrat à 30 000, peut-être. Donc, t'aimes bien la notif Stripe, tu vois. Ouais. J'aime pas l'hypothétique, non. Voilà. Ouais. Non, j'aime bien quand l'argent, il est sur le compte, tu vois. Et bah alors, tu vois, mais alors moi, en fait, le problème, c'est que j'étais un peu... je comprends ça, mais moi, j'étais un petit peu... Attends, je vais te raconter une histoire. J'ai signé un contrat, une fois, un beau contrat, j'étais content, j'ai signé Carrefour. Tu vois, plusieurs dizaines de milliers d'euros et tout. Bah, j'étais très content. Et en fait, le taux horaire de ce contrat, il a été le plus bas que j'ai eu de ma vie. Je pense que j'étais à 10 euros de l'heure avec Carrefour. Et pourtant, c'était un contrat de plusieurs dizaines... Voilà, je pense qu'on a dû faire près de 100 000 euros en un an et demi, 2 ans avec eux. Mais je pense que finalement, j'étais à 10 euros de l'heure. Et ça a été une expérience horrible. Et là, il y a deux choses. C'est un, tu as le cash tout de suite. Okay, donc, c'est le mec qui a payé. Et ton taux horaire, il est largement supérieur. Et petit à petit, en voyant ce que tu faisais, en voyant où ça m'a fait, en fait, c'est ce qui te permet aussi d'avoir un pricing un peu plus élevé, de supporter, de dire maintenant, tous les jours, je fais 1 heure de coaching, 2 heures. Je fais, je sais pas, moi, si je prends sur les 12 derniers mois, j'ai dû faire à peu près entre 20 et 30 coachings par mois. C'est-à-dire je fais à peu près entre 4 000 et 6 000 euros par mois juste de coaching. Donc 1 heure ou 2. À l'heure. Ouais, c'est une heure par jour, 2 heures par jour. Ça me fait 5 000 balles, on va dire. Sur du Calendly Stripe. Tu vois. Tu traques la performance, s'ils sont contents? Ouais, en général, de toute façon, ils me le disent. Il y en a souvent, alors pas tous, mais il y a à peu près 20% qui font une deuxième session. Ah ouais, Combien? Une deuxième session. Ouais, mais combien de pourcents? Je pense 15-20%. Allez, 20%. Okay. Entre 15 et 20. J'ai pas créé le calcul. Et donc ça, c'est sur du coaching SEO ou du coaching Malte? Ouais, c'est où ça. C'est coaching Malte, c'était un truc pour rigoler. Et maintenant, je fais aussi pas mal de coaching SEO. Ok. Toi, tu fais des trucs pour rigoler à 5 000 euros par mois. Oh, ah oui. Au début, oui, parce que ça, c'est pour payer le resto. Ouais. Quand un truc à 5 000 euros par mois, ça paye juste les restos. Ouais. Tu peux pas... Non, enfin, les restos, ça peut me permettre aussi de payer... Non, quand je dis resto, je veux dire, je rajoute prendre un avion, aller à l'hôtel, tu vois, par exemple. Oui, enfin, c'est les frais de... Ouais, non, oui. Tu peux pas vivre avec ça. Oui, et parce que, parce que t'as une famille très nombreuse aussi. Ouais. Après, tu sais que c'est mes assistants, mais ça, j'ai une famille nombreuse. Mais c'est à ça que ça sert, les enfants. C'est à te supporter quand tu prends un peu d'âge. Ouais. En fait, en tout cas, il y a un truc, je suis content sur mes enfants. Ils savent tous faire de l'argent. Les petits, là, je suis assez étonné. Mon fils, il est balèze. Là, il a des super taux horaires. Là, il est en train de faire... il fait des travaux de nettoyage pour tous les immeubles du coin. Il dit, putain, il commence à être bon. Mais le problème, c'est qu'il est un peu dangereux parce qu'il a trop vu son père. Et puis, il me dit, papa, je crois que là, je commence à avoir trop d'immeubles. Je crois que je vais faire travailler toute ma classe. Et là, j'ai commencé un peu à flipper. Et je lui dis, ouais, mais comment tu vas garantir la qualité? Parce que toi, t'es bon, t'es sérieux et tout. Il me dit, ah, putain, j'ai pas pensé. Je lui dis, qui c'est qui est bon dans ta classe? Et là, je commence à... Il a les mêmes problématiques de garantie qualité. Et quand tu délègues... Et ouais, je lui dis, la prochaine fois, tu viens en mastermind, viens avec moi. Et je lui dis, mais viens à Lisbonne.
tu t'assois à côté de moi, t'écoutes. Il m'a dit, non, je peux pas, là, de toute façon, j'ai le bac, j'ai des trucs. Je lui dis, ben, je sais pas, en septembre, tu viens. Et il m'a dit, ouais, mais avec plaisir. Bon, là, il est encore à l'école, mais je sais pas, il a des bacs blancs, tout. J'ai pas très bien suivi tout ce qu'il fait au niveau du bac. Mais entre-temps, il a son business de nettoyage. Et ça tourne. C'est vrai? C'est hyper vrai. Donc, attends, donc tu m'as dit, donc donc solopreneur d'élite t'a aidé en fait à avoir une philosophie sur ta ligne d'appel payante. Ouais, et ça permet en fait plein de choses. En fait, si tu es solopreneur d'élite, en fait, il y a pas mal de petits sujets. Ça veut dire, par exemple, avoir différentes offres. Je te résume ce que... Voilà. Dans solopreneur d'élite, un des points importants que ne comprennent pas beaucoup de freelances comme moi, par exemple, et ça a pris du temps à comprendre, c'est l'importance d'avoir des offres, tu vois, du low ticket, du ticket moyen et du high ticket. Quand tu es free, tu penses que high ticket, souvent. Tu dis, je veux 3 clients, je veux des clients à 2000 balles et tout. Et on néglige un peu les petites choses à 200 balles et on passe à côté de... On laisse beaucoup d'argent sur la table, en fait. Tu as des gars, ils viennent, ils me disent, Emmanuel, écoute, regarde... Tiens, j'aimerais relancer mon SEO et tout ça. Je vois, et en fait, il n'a plus beaucoup de cash. La boîte, ils n'ont fait que des erreurs et tout. Et en fait, dans ce cas-là, il vaut mieux prendre 1 heure de conseil, essayer de sauver un peu ce qui est sauvable, plutôt que lui vendre une presta à plusieurs milliers d'euros alors qu'il n'a plus de cash, quoi. Et en fait, l'idée, ça ne veut pas dire de se brader. C'est-à-dire qu'en fait, quand on dit low ticket, on a la mauvaise compréhension, c'est dire tu te brades. Alors qu'en fait, c'est l'inverse. Moi, aujourd'hui, je gagne plus d'argent dans du low ticket au niveau du taux horaire. Ça, souvent, je préfère même faire du coaching, parce que je dis là, moi, j'ai un taux horaire garanti de 250-300 balles, que des contrats qui sont parfois très coûteux, qui coûtent cher pour le client, mais qui ne te ramènent pas tant que ça en taux horaire, mais qui font plaisir au chiffre d'affaires global. Mais qui, en plus, ont le problème, tu n'as pas le cash flow tout de suite, tu as plein de problèmes. En fait, il y a 2 avantages sur le Better Call. Donc, le Better Call, pour les auditeurs, en fait, c'est une ligne d'appel payante. Donc, en fait, on a un calendrier. La personne clique sur le calendrier, choisit un créneau horaire de 1 heure. Et ensuite, il doit rentrer ses informations de carte bleue pour avoir 1 heure de coaching sur un des sujets de son choix. Ça coûte peu importe, mais pour toi, c'est à 250 € hors taxe. Aujourd'hui, ouais, j'ai fait plusieurs tests, mais aujourd'hui, c'est 250 € en 1 heure. C'est là que tu as monté, mais c'est là que tu vois que ça tourne. Et il y a 2 choses là-dessus. Un, il y a ce qu'on appelle la valeur décroissante du temps, et 2, ce qu'on appelle le temps résiduel. Alors, en fait, la valeur décroissante du temps, c'est ce que tu m'as dit. En fait, avec Carrefour, si tu leur parles 1 heure au début, leur va leur apporter beaucoup. Et plus, tu vois, si tu coaches quelqu'un, la centième heure a peut-être moins de valeur que la première. Oui. D'où, alors que quand les gens viennent, ils te prennent 1 ou 2 heures, ils ont la valeur maximum. Et du coup, c'est utile pour eux, ce qui permet de payer, entre guillemets, cher. Et le temps résiduel, c'est que, tu vois, Carrefour, en fait, ils vont toujours t'écrire sur WhatsApp, par mail, par truc. T'es là à 22h, t'es à charge mentale. Si tu fais du Better Call, t'entres dans le call, tu délivres la valeur, tu sors du call, pas de temps résiduel. C'est réglé, tu vois. Oui, c'est un truc de fou. En fait, moi, je délivre un max de valeur pendant 1 heure. T'as pas beaucoup de préparation en amont, t'as pas beaucoup de choses après, t'as pas de reporting tellement. Donc c'est très bien. Ça, c'est un exemple pour moi qui est important. Et voilà, un des éléments positifs que j'avais sous-estimé, c'est ce qui permet ce cash flow d'avoir 3 000, 4 000 €, 5 000 € comme ça tous les mois qui arrivent sur du... D'abord, c'est très plaisant à faire. Ça apporte beaucoup de valeur et j'ai énormément de remerciements de gens pour qui ça a changé leur vie. Mais à côté de ça, ça permet aussi de refuser les clients chiants. C'est-à-dire que moi, ça, c'est un truc aussi... c'est-à-dire, je sais que peut-être... comme tu le sais, on a dit... moi, j'ai la chance d'avoir une grande famille, donc plusieurs enfants. Donc, ça fait aussi un niveau financier important. J'ai des obligations financières importantes. Donc, une des erreurs que j'ai faites, c'est d'accepter n'importe quel client. Donc, j'ai mangé de la vache enragée. J'ai fait 400 missions sur Malte. Mais en fait, j'étais un stakhanoviste du freelancing. J'ai pas compté mes heures et tout. Mais alors, c'est bien. J'ai pu au moins avoir un spectre de tous les types de missions possibles, travailler avec toutes sortes de gens. Il y a un avantage. Mais ce qui m'a permis vraiment le mieux, finalement, de refuser des clients toxiques, d'imposer mes prix, c'est du low ticket.
C'est-à-dire, quand tu fais du low ticket et tu as une offre pas chère et que tu fais pas mal d'argent dans du pas cher, ça te permet que quand quelqu'un il vient, il te demande, je sais pas, il te dit ouais, non, mais 1500 euros c'est cher, tu rigoles en fait, t'en fous parce que 1500 euros tu le fais en 4 coachings, enfin, t'en fous en fait, ça compte plus. Donc les gens qui négocient, moi je raisonne de plus en plus, mais c'est une heure de coaching ça. Ça veut dire, qu'est-ce que tu m'emmerdes à me réduire de 250 balles ou 500 balles ou 1000 balles, j'ai plus peur. Ça veut dire, si on va dire, voilà, moi aujourd'hui en tant que freelance, je vais faire entre 20 et 30 000 euros par mois. Si j'ai tout de suite 5 000 balles qui est fait en coaching, ça réduit ma charge mentale déjà. Parce que je ne suis pas dépendant de 5 gros clients à 5 000 balles, par exemple. Non, j'ai plusieurs lignes de revenus. Et puis, s'il y a un client... Même, voilà, tiens, j'ai perdu un client récemment en SEO. Je sais que je n'aurais pas dû le faire rentrer. Bon, c'était plus moi qui avais tort de l'avoir fait rentrer parce que le gars n'était pas assez mûr et tout, donc il était très vite insatisfait, ça n'a pas commencé, on n'a même pas eu le temps de commencer qu'au bout d'un mois et demi, 2 mois il part, mais c'était un beau contrat. Moi j'étais un petit peu obnubilé, ouais mais c'est un beau contrat, donc on le fait rentrer. Et en fait je me dis c'est con parce que j'aurais pas dû le faire rentrer, et aujourd'hui je souffre moins qu'il soit parti. Pourquoi ? Parce que sa perte elle est compensée par du low ticket. Donc aujourd'hui je suis plus en mesure de mieux choisir mes clients. C'est-à-dire, souvent, on dit aux freelances, choisis tes clients. Mais attends, quand tu n'as pas de cash, tu ne peux pas choisir tes clients. La réalité, c'est qu'en fait, un freelance peut choisir ses clients une fois qu'il fait au moins 3 000 – 4 000 euros de CA sans galère. Une fois que tu as fait tes 3 000 – 4 000 et tu veux passer à 10 000 ou à 15 000 ou plus, là, tu peux commencer à choisir. Parce que tu dis, bon, pire, si je fais que 10 000, c'est pas grave. Mais si t'as pas la base, tu fais quoi ? Donc, souvent, tu as des freelances qui ne peuvent pas se permettre de choisir. Donc, d'abord, tu survis. Et donc, tu prends un peu ce que tu peux. Et après, et donc là, tu peux commencer à faire la fine bouche, etc. Ouais. Donc là-dessus, donc, tu fais donc le Better Call, la ligne d'appel payante, tu as tes prestations. Et et qu'est-ce que tu as acheté d'autre chez moi? T'as acheté tous les produits de l'écosystème. J'ai acheté tous les produits. Et t'as acheté les conférences? Ah non, tu vois, c'est le truc que j'ai pas acheté. Parce qu'on avait discuté. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai pas acheté les conférences. Bon, j'étais attends. Non, maintenant que j'y repense, j'ai tout de suite acheté les punks du web parce qu'il y avait les conférences. D'accord, ok. Oui, parce que dans les punks du web, les gens ont accès aux anciennes conférences. Et t'as tout regardé? Non. Mais c'est normal, ça. Enfin, je comprends pas. Il y a un truc qui m'énerve d'ailleurs. Tous les gars des punks du web disent j'ai pas le temps de participer, j'ai pas le temps de tout voir et tout. Mais je comprends pas. T'as un buffet, t'es invité dans un hôtel, tu penses qu'il faut tout bouffer. Bah, moi, je sais pas, j'ai pris 10%. Je suis très content. Moi, j'arrive pas à comprendre. Ah, mais c'est bien. Ouais, mais ça veut dire, je sais pas, j'ai pas. Le Discord, ça fait que... je sais pas pourquoi ils se sentent un peu coupables de pas répondre ou de participer et tout. Alors qu'en fait, non, mais c'est un buffet, le truc. Ouais, c'est une bonne... Oui, t'as un buffet et tu peux... Et d'ailleurs, faut faire attention parce que quand tu fais une offre et que, tu sais, les gens qui se disent « Ouais, dans mon offre, il y a 40 trucs. » Et du coup, bah, les gens... Ils vont tout regarder, ils vont dire « Ok, ça, j'en ai pas besoin, ça, j'en ai... » En fait, quand ils voient tout ce qu'ils n'ont pas besoin, ils se disent « Non, mais il y a 30 trucs dont j'ai pas besoin. » Alors que ça se trouve, t'aurais enlevé les 30, t'aurais mis 3 trucs, et ils auraient dit « Ah, mais j'ai besoin de ça. » Mais sauf que, tu vois, c'est dilué. Ben oui. Et du coup, tu crées un peu... Attends, pour 29 € par an, tu crées des petites princesses, tu vois, qui ont accès à... c'est ridicule, ouais. Mais moi, en fait, maintenant que j'y repense, j'ai oublié. Mais c'est vrai que je crois que tu avais lancé les punks web pendant l'été. Oui. Donc j'étais en vacances ou je sais plus. Mais tout de suite, c'était pour moi les conférences, en fait. Maintenant, je me rappelle, c'est vrai que je me suis... Parce qu'après, dans la communauté, j'avais pas prévu que j'allais trouver des clients et tout. Mais comme je t'ai dit, hein, tu sais, attends, certes, j'ai dû faire au moins 30 000 balles sur les punks, mais j'ai acheté aussi auprès de personnes. Parce que c'est-à-dire que, ok, j'ai gagné de l'argent, mais attends, j'ai trouvé mon OBM sur les punks. Elle est dans les punks aujourd'hui. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Aurélie Auto. Aurélie, elle nous a rejoint il y a pas longtemps, mais en fait, cette fille, elle m'a été conseillée par un gars qui s'appelle Nicolas Boric, qui est à Montréal, qui est dans les punks, que j'ai coaché. Il m'a dit, toi, on a discuté, on est devenus copains. Et parce qu'en fait, sur les punks, c'est une communauté où finalement, je me suis fait quand même pas mal de copains, et au moins une vingtaine. Ah ouais? Ouais. Ah bah, et déjà, le RO est bien sur ça. Enfin, attends, après, on va pas redéfinir ce que ça veut dire un copain, mais ça veut, alors, on va dire, voilà, un copain... Un allié. Ouais, mais c'est quoi, Nico? Quand je dis un copain, c'est quelqu'un qu'on avait prévu de parler une demi-heure, ça dure plus déjà. Ouais. On peut se parler en dehors. Il peut m'envoyer des photos de sa famille. Je sais pas, il y a un certain degré d'intimité. Je connais des trucs perso sur sa vie.
Ouais, c'est un copain. Et il est bienveillant, il est sympa, il me demande comment je vais. Voilà. C'est pas une relation. Il y a des gens qui ont des attentes extrêmement élevées d'un ami, de ce qu'on appelle l'amitié. Donc après, ils n'ont pas d'amis. Ouais. Et j'ai un ami. Pas pareil, un ami qui a un ami et un copain. Ah, c'est un copain. Ouais, un copain, oui. Ouais. Un jour, quelqu'un m'a dit, ça c'était Maud à la veste, elle m'a dit, les gens ils utilisent beaucoup le terme ami, et elle m'a dit, pour moi un ami, c'est la personne qui va venir te délivrer, genre si t'es dans une prison en Syrie. Et j'ai explosé de rire et je me suis dit, mais c'est ça. Okay. Tout, en fait, tout le monde est ami. Ouais, je suis ton ami, je suis ton ami. Et genre, imagine, genre, t'es au bout du monde, t'as un appel, tu vois, et qui t'appelle. Et ça, c'est un ami, tu vois. Ouais, bon, alors d'accord. Bon, alors voilà, des copains. Non, mais attends, des copains, quand t'étais à l'école, pas tout le monde était tes copains. Ah non. Mais t'avais quand même 3-4 copains. Ouais. Ouais. Donc, ouais, Nicolas, c'est un bon copain. On le salue. Nicolas, il m'a dit, tiens, regarde, Emmanuel, il y a une fille qui peut grave t'aider. Elle est à Montréal et tout, je pense qu'elle est bien pour toi. Et effectivement, ça fait plusieurs mois qu'on bosse ensemble. Sophie Roy, je travaille avec elle, je l'ai rencontrée dans les punks. Il y a plein d'autres, hein, j'ai oublié les noms, mais pas tout de suite, mais il y a plein d'autres avec qui que je connais maintenant. Même hier, Laurine Bémer en a parlé. Mais Bettina, par exemple, on a pas mal échangé, tu vois. Bettina Certeau, moi je la connaissais pas, je savais même pas qu'elle travaillait avec Laurine. Mais il y en a comme ça pas mal. En fait, tiens, regarde, sur le produit, les punks du web, et de manière générale, on va dire les produits Thibaut, je le disais à Oriane Cohen tout à l'heure, que j'ai vu, qui est devenue une amie, voilà, tu vois. Genre dans les amis. Tu l'as rencontrée dans les punks du web? Ouais, je l'ai rencontrée dans les punks du web. Ouais. Elle me connaissait pas. J'ai fait une conférence dans les punks du web, elle m'a envoyé un message. Ensuite, on a pris un café virtuel. Alors, il y a plein de gens qui proposent des cafés virtuels, mais en général, je le fais pas. Mais elle était sympa. En plus, c'est une punk. Donc, ouais, j'ai dit, allez. Et on a rigolé. On est devenus copains. Et là, on a mangé ensemble à Lisbonne, tu vois, à midi. Et puis, donc, en fait, oui, tu as des... Ouais, je me suis fait des amis. Mais j'ai dit tout à l'heure à Oriane, regarde, tu vois, en fait, Thibaut, il est en train de créer une sorte de mafia Internet. J'adore, je vais utiliser ça. Ah, tu disais ça? La mafia Thibaut Louis, ouais. Ouais, pour moi, c'est une mafia. Ouais. Et je me suis dit, mais moi, de toute façon, pour moi, le mode entrepreneurial par défaut, c'est un mode de mafia. Donc, moi, je suis rassuré dans des logiques de mafia, je comprends ça. De toute façon, tous les films que j'aime, c'est les films noirs, films de mafia et tout ça. Donc, j'ai besoin de ça. Donc, je comprends ces logiques-là, les intérêts et tout ça. Donc, ouais, je dois être dans la mafia. Et effectivement, ouais, dans cette mafia-là, dans les punks, il y a plein de business qui se passent. Il y a plein de trucs qui se passent. Il y a aussi des avertissements, parce que tu vois, ils connaissent un peu la vulnérabilité de chacun. On connaît un peu les difficultés de chacun. Un tout petit truc, petit truc comme ça, un cadeau. Mais tu vois, l'exposition, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui disent ouais, j'ai peur de me lancer et tout ça. Mais en fait, en médias, ouais, en personal branding. Ouais. Mais en fait, quand tu fais partie d'une mafia ou quand tu t'exposes un petit peu, les gens, ils ont quand même pas trop envie de te faire chier. Parce qu'ils savent que ça peut être... Aujourd'hui, c'est un exemple, c'est si le gars, il paye pas le service à Thibaut, il va être out de la mafia, tu vois, tout de suite. Ouais. C'est pareil pour moi, ça veut dire, je sais que... alors, ça fait des relations plus engageantes entre les gens, parce que la réputation de tout le monde est plus en jeu. Oui. Et moi, je sais qu'aujourd'hui, on va dire, vas-y, depuis un an, je commence à publier, etc. Je me rends compte que finalement, tu sais quoi, c'est mieux que faire appel à une compagnie de recouvrement. Il vaut mieux ça. Ça veut dire... t'as deux voies. C'est soit t'as des conditions de CGV, tu payes des avocats de fou et du recouvrement et compagnie, en fait, tu laisses 30% sur la table. Et surtout, tu as des taux de closing hyper difficiles parce qu'il y a trop de contrats à signer. Donc, en fait, tu es mauvais en business et tu es mauvais à l'onboarding et tu es mauvais à l'offboarding, mais bon, tu as des contrats béton. Moi, c'est pas mon délire. Moi, j'aime pas trop le juridique. Ou bien, non, tu trahis ta réputation et là, les gens, ils vont avoir peur de toi. Parce qu'ils ont raison. Ils ont raison d'avoir peur de toi. Ouais. Mais tu sais, il y avait souvent ce cliché à l'ancienne de... non mais si tu fais ça, le mec qui vire son assistante et vous ne retrouverez jamais du boulot dans tout Paris, tu vois, alors qu'en général c'est des trucs, après Hollywood est une mafia parce que quand t'es cancel du système, ils avaient plus d'acteurs si tu disais des conneries. Ça, c'était la plus grosse mafia, c'est Hollywood en fait, tu vois. Mais moi en fait tu veux m'arnaquer, vas-y, genre je t'achète un truc. Genre, tu délivres pas, vas-y, garde l'oseille.
je vais pas te casser les couilles, tu vois. Moi, je pars du principe que faut jamais acheter un truc que tu peux pas acheter 2 fois sans, tu vois. Si tu vas pas t'acheter une Ferrari en te disant je vais faire un crédit à la consommation, c'est con. Si tu peux t'acheter une Ferrari, moi j'ai pas de voiture, je m'en bats les couilles, mais c'est que ça doit être un achat qui doit être raisonnable dans ton patrimoine, donc dans ton patrimoine complet. Donc moi, si j'achète un truc, j'estime que je peux l'acheter 2 fois, 3 fois. Ok, t'as pas délivré, garde l'oseille, je vais pas t'attaquer, je vais rien te demander. J'ai jamais demandé de remboursement en business. D'ailleurs, souvent, les cours des gens, je les achète, je les consomme pas et j'oublie. Là, je suis dans une communauté qui s'appelle Exit 5 de Dave Gerrard. J'ai acheté le truc, je me prends 29 € tous les mois. Et puis je regarde le truc et je sais pas, ça me fait marrer, à chaque fois j'oublie et j'y suis jamais allé. Genre j'y suis jamais allé. J'y suis juste allé une fois dans son circle, voir comment c'était fait, les canaux. Je suis jamais retourné, j'ai jamais ouvert un de ses emails. Et en fait, je me dis, ok, j'ai fait 300 €, mais le mec, par ses contenus, il m'a tellement aidé. Vas-y, prends mon oseille, en fait. Et puis, voilà, ça part, ces trucs, ça va pas me casser les couilles. Donc, mais tu veux m'arnaquer? Lui, c'est pas une arnaque. C'est moi, consciemment, je continue à payer. Mais si quelqu'un... En fait, il y a 2 choses en business. C'est quand tu délivres pas, est-ce que c'est de la maladresse ou est-ce que c'est de la malveillance? Tu vois. Et en fait, parfois, c'est difficile. Parfois, certaines personnes sont tellement bêtes que c'est difficile de savoir si c'est de la maladresse, le mec s'est mal organisé ou il s'est pas rendu compte qu'il t'a promis un truc qu'il n'avait pas délivré, ou est-ce que c'est de la malveillance de la personne, elle est malhonnête, tu vois. Dans les 2 cas, si la personne est malveillante, maladroite, je me dis, bon, vas-y, garde ton oseille, progresse et tout. Si t'es malveillant, et en fait, il y en a beaucoup plus qu'on croit. Tu vois, il y avait Laurine là qui nous expliquait ce week-end, Laurine Bemer, qui s'est fait arnaquer 2 fois. Ouais. Les mecs sont fous. Les mecs sont fous, ils publient sur les réseaux sociaux et tout. En fait, la réputation, c'est Warren Buffett, il disait, tu peux mettre 20 ans à créer ta réputation et 10 secondes à la ruiner. Oui. Mais les gens sont fous. En fait, arnaquer les gens, à l'époque des réseaux sociaux, tu tiens pas 6 mois, en fait. Tu vois, t'es mort. Ouais, là, ce qui s'est passé pour Laurine, c'est vrai que moi, je connaissais pas le gars en question. Mais il y en a 2, hein. Il y en a 2 en plus. Ouais. Non, mais 2, elle s'est fait arnaquer 2 fois. Elle a pas de radar à connard, tu vois. Mais tu vois, je te disais un truc marrant. Un truc que j'ai découvert qui m'a fait... c'est un truc marrant. Dans le Mastermind, il y a eu pas mal de personnes qui ont raconté un peu des trucs qui se sont fait arnaquer. Tu vois, Alice, elle en a parlé. J'ai trouvé ça bien parce que je me suis rendu compte, tiens, Kevin, il a communiqué plusieurs fois sur l'arnaque qu'il a vécue l'année dernière, etc. Et en fait, pour moi, c'est presque, comment dire, un bon signe, en fait. C'est de te faire arnaquer? Non, pas un bon signe. Enfin, c'est pas une belle expérience, mais souvent, ça montre que tu es un bon entrepreneur assez optimiste. Ouais, c'est une forme de naïveté positive. Oui. Voilà. Ça veut dire ça. Tu vois que Laurine, elle s'est fait arnaquer. Parce qu'en fait, si tu veux, moi, je serais pas du tout du genre à lui dire. Putain, c'était énorme et tout. Parce que moi, j'ai foiré 2 associations, tu vois. Je me suis associé une première fois, alors que tout le monde m'a dit, mais t'es fou, mais pas avec lui. T'es un malade et tout. Et ça a foiré. Et après, tout le monde m'a dit, mais t'es con, t'avais dit, tu vois. Bon. De sa faute? Ouais, il fallait jamais que je m'associe avec ce mec-là. Mais est-ce que c'est de la maladresse ou c'est de la malveillance? Alors, la première fois, c'était, je pense, plus de la malveillance. Donc, j'étais très con. La deuxième fois, c'était beaucoup plus de la maladresse. Après, comme tu as dit, parfois la frontière n'est pas... Mais c'est beaucoup plus de la maladresse. D'ailleurs, j'ai beaucoup mieux vécu la deuxième fois. Je considère que je me suis fait un peu avoir. J'étais un peu con et tout. Mais bon, je me dis, bon, j'étais un peu con aussi, tu vois. Donc, et puis, il n'a pas fait non plus des trucs qui sont très bien. Ouais, c'est pas non plus... Mais je m'en veux même pas trop, tu vois. Je m'en veux pas trop parce que c'est une forme de naïveté que j'avais un peu choisie aussi. Ça veut dire, j'ai voulu lui faire confiance, je me suis dit, tiens, il va m'apporter. J'étais un peu séduit, tu vois. Mais c'est pas... Bon, c'est comme ça. Mais... Et du coup, dans le mastermind, donc, en fait, et donc là, parce que les gens... Déjà, comment tu définis un mastermind? Donc, tu as rejoint mon mastermind avec Kevin, PME Internet. Et j'ai dû te convaincre, hein. Et
Alors qu'en fait, t'as fait de l'oseille avec tous mes produits et là, tu t'es dit, Ouais. le mastermind. Mais Non, parce attends. mais parce que ça impliquait que Ouais. tu te déplaces internationalement. Ouais, bon, déjà ça, ouais, c'est vrai. Ouais, bah, il y avait ça. Bon, mais il y a pris un autre truc. Attends, je vais te dire la vérité. Parce que avant que tu me contactes et que tu me parles du mastermind, j'avais vu que tu avais posté un truc et tout. Je dis, ouais, c'est pas pour moi, tout de suite. Pourquoi? Parce qu'en fait, je pense. Je suis contre le networking. Voilà, c'est comme ça. J'aime pas le networking. Soit tu me parles du networking, c'est de la merde. Parce que mes expériences là-dedans, il faut bien que tu comprennes. Ça veut dire, ouais, il y a 10 ans, on m'a dit, ouais, viens à l'ouverture de la BPI à Strasbourg et tout, c'est super. Ouais. Et j'ai vu que des connards, des cons, et c'était horrible. Donc, c'est distribution petits fours et tout, ça sert à rien. Viens, on va aller, tiens, avec un ancien associé, viens, on va aller à la table au Parc des Princes, il avait sa table et tout, c'est que des VIP et tout. Bon, ok, tu vois des gens célèbres. Il y avait Sarkozy, il y avait Al-Khelaifi, etc. Mais à quoi ça. Enfin, moi, j'ai rien fait là-dedans. Soit c'était trop loin de moi, soit c'était, si tu veux, c'était des entrepreneurs qui étaient en mode détente, ils sont là pour voir un match de foot, donc ça sert à rien en fait. Donc moi je sais pas gérer, enfin moi j'ai jamais géré le moindre euro dans des événements de type networking. J'ai jamais réussi. C'était soit trop petit level, des gens comme dirait Chris, tu vois, Chris il dit un truc que je suis Choli. Chris Choli, ouais. Chris il dit un truc, les gens ils ont trop la dalle dans les événements de networking, donc en fait tu rencontres que des gens qui ont la dalle et il n'y a pas de business à faire avec des takers, c'est-à-dire qu'est-ce que donc moi c'est ce que je le rejoins, ou bien c'est des trucs en fait t'as que des gars qui sont payés par la fonction publique, et donc t'as le président de la BPI avec le président de la région et le préfet et le machin. Et en fait, ils sont là à se distribuer des prix. Ouais, status game. Ouais. Donc en fait, attends, donc moi, tu me dis, même mastermind, tout ce que tu veux, tu mets les mots que tu as envie. Rencontrer des gens, j'ai mon expérience perso, c'est que ça n'a jamais été bénéfique. En termes de business, je te dis, tu peux faire des amis, tout ça, c'est bien, mais pas, j'ai jamais été dans un événement et derrière, j'ai fait de l'argent. Donc non, tu me dis mastermind, je dis non. Donc, voilà. Et après, alors, pourquoi j'ai changé d'avis? Pourquoi? Alors, il y avait l'obstacle technique, un peu, c'est un peu compliqué, voilà, le voyage, l'organisation quand t'es papa et tout ça. Mais en fait, plus profondément, le vrai, peut-être, on va dire comme ça. Tiens, c'est une phrase que j'ai échangée avec Sacha Elbaz de Native. Quand je t'ai dit oui sur le mastermind, je rencontre Sacha et je lui dis, Sacha, t'es content d'aller au mastermind? Moi, j'avais dit oui, j'avais payé, mais c'était j'étais en mode bon, j'espère que je fais un bon choix, tu vois. Donc je demande à Sacha, dis-moi Sacha, t'es content de participer? Il m'a dit bien sûr. Je lui dis pourquoi Sacha? Il me dit mais en fait c'est le seul endroit. Vas-y, t'as un autre mastermind où tu peux développer vraiment une grosse PME internet? Je lui dis non, je vois pas. Et c'est vrai que, en fait, le vrai sujet pour moi du mastermind, et c'est ce que j'ai vécu là ce week-end, c'est que j'ai rencontré des personnes qui sont dans le même état d'esprit, si tu veux. Pour une fois, j'étais pas le plus intelligent de la pièce, et en fait, c'est vrai que j'ai rencontré des gens avec qui je peux échanger, des pairs, si tu veux. Et oui, alors, en fait, là, j'ai voulu, je commence à, bon là, je viens d'une approche moins business court-termiste. C'est-à-dire, c'est pas je veux faire du cash, c'est pas la même chose. Je veux passer du temps avec des personnes. Et même ce matin, tu vois, au petit déjeuner, j'ai parlé avec Vincent. Voilà. Alors que le mastermind était censé être terminé. Ouais, bah non. Ouais. Mais Vincent, il m'a donné un truc ce matin qui était en dehors du mastermind. Et je dis, putain, tous les chiffres qu'il m'a donné ce matin, je suis parti sur un sujet, tu vois. C'est quoi? Bah, il m'a dit, là, il est en train de lancer il a un bootcamp sur Notion. Oui. Il m'a parlé d'acquisition, comment il fait son acquisition sur LinkedIn. Il l'a fait d'une façon que j'avais pas... Ça paraît peut-être un peu simple, mais quand tu as tous les ratios, les chiffres et tout, et il te parle... J'ai dit, bon, je vais mettre ça en place. Donc, il m'a donné, je peux te dire les chiffres, il m'a dit, voilà, il a fait 1 ou 2 webinars. Ces webinars, il les a boostés sur du sponsor en LinkedIn. Ça lui a coûté 11 € le lead participant webinar. Il a eu 260 participants au webinar. On va dire qu'il a dépensé les 2005 de participants. Bon, il y a un peu d'organique et tout. C'est pas que du... Dans les 2500 € pour 260 participants, il a eu 16 personnes qui ont pris le bootcamp. Et moi, en fait, comme je suis dans le marketing digital, je connais tous les ratios. Donc ça me paraît truc. Je me dis, ah putain, il n'est pas proche de 5-6% de transfo, de conversion sur 250 participants. Et je dis, putain, t'es excellent, mec. Parce qu'en fait, le multiple qu'il a fait là, je peux te le dire, il a fait plus de x10. Ça veut dire qu'il a mis une mise de 2005 sur LinkedIn, ok, et il a fait plus de 30 000 € en CA. Mais en fait, ici, en fait, c'est 5 minutes de petit déjeuner
Et en fait, il y a beaucoup de choses que j'ai appris ici. C'est En 5 minutes de petit déjeuner. Ouais, c'est ça le but du mastermind. 5 minutes de petit déjeuner, tu veux faire du LinkedIn, tu vas acquérir combien ça vaut un lead, quel taux de transfo. Parce qu'en fait, tout ça, j'en ai déjà discuté, par exemple, on avait discuté avec Benjamin. Benjamin, Benjamin Dubreuil, il est plus mûr que moi sur les questions de webinaire, etc. Il m'avait dit une fois, Emmanuel, comment tu as inscrit à ton webinaire? Je sais pas, j'ai dit 200, il m'a dit, tu vois, il y a un tiers qui va venir. Et depuis, Benjamin, comme c'est un mec de la data, il voit le monde, c'est une matrice pour lui. Il voit que des stats, tu vois. Et en fait, et petit à petit, je commence à rentrer dans cette logique, tu vois, de Benjamin. Et en fait, c'est vrai. Maintenant, tu vois, je suis plus surpris. C'est-à-dire, tu me dis, il y a 200 inscrits, je sais qu'il y aura 60 personnes. C'est normal, parce que c'est un tiers. Je l'ai déjà vu avec 70 gars qui seront là, tu vois. Ouais, faire du prédictif, en fait. Je suis complètement prédictif maintenant. C'est la date. Enfin, dans le marketing, tu deviens ce qu'ils appellent, tu vois, le gros mot data driven. Ben ouais, je suis Benjamin driven. Je commence à. Benjamin, il voit le monde. Ouais. Une fois, il m'a dit, t'as lu le bouquin The Signal and the Noise? J'ai dit non. Et en fait, je crois que c'est comme ça que Benjamin y réfléchit. Alors, j'ai pas lu le livre, j'ai lu la 4e de couverture, ce que je fais souvent. Et en fait, le principe, c'est dans le bruit, est-ce que tu es capable d'identifier les signaux, tu vois, Et Benjamin, je sais qu'il est comme ça. Donc, il voit, tu vois, des lignes de code, il voit le monde comme ça, mais il voit des signaux. Et quand tu rencontres des gens comme ça, oui, un petit déjeuner avec Benjamin, un petit déjeuner avec Vincent, c'est énormément de feedback, c'est du business, mais aussi, c'est aussi un mindset. C'est-à-dire, tu commences à comprendre... plein de petites choses. Donc, en fait, dans le master... Donc, toi, tu considères que les événements BPI, cocktails, ou tu sais pas qui tu vas rencontrer, ça te fout des boutons. Ouais. En revanche, le mastermind, le fait qu'on soit une sélection de personnes où, en fait, chaque personne peut t'apporter énormément parce que c'est très sur le volet, tu vois de la valeur. Ouais, énorme. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est que, tu vois, par Vincent, il est plus avancé que moi sur la question média sur YouTube. Le gars, il a, je sais pas, 15 000 abonnés sur YouTube et tout. Donc, t'en as ils sont plus avancés sur le média, ou le gars, il a craqué le game sur tel et tel réseau, ou bien l'autre, il est très bon en business, mais il est mauvais en média. Il y en a un, il a une très belle expertise, il signe des gros contrats, mais il sait pas faire du low-ticket. Chacun a une problématique différente. Donc, ce qui est sympa, c'est que moi, je peux les aider sur des trucs, mais eux, ils m'aident. Tu vois, moi, j'ai jamais fait de sponsoring LinkedIn pour du webinar. C'est pas un truc que je fais. On s'entraide et je sens que c'est le début de quelque chose. Parce que tu vois, c'est aussi ça, je pense qu'il y a des choses qui se font un peu sur la durée. Et là, je commence à... Ouais, c'est des interactions très positives. Parce que tu vois, par exemple, quand on te dit, tu vas t'installer dans un WeWork. Pendant 2 ans, j'étais dans un WeWork. Tu dis, ouais, dans un WeWork, il y a beaucoup de gars qui vont se faire du business entre eux. Moi, pendant 2 ans dans un WeWork, je n'ai pas fait beaucoup de business. Après, il y en a qui arrivent à faire plein de business, tu vois. Mais moi, dans un WeWork, j'ai pas eu le... j'ai rencontré des gens, j'ai eu peut-être 1 ou 2 amis. C'est sympa pour la santé mentale, tu vois, travailler dans un WeWork. C'est sympa de rencontrer des gens, tu vois. Mais au fond, c'est pas générateur de business tellement, les espaces de coworking, etc. Les événements, pas trop. La mastermind, quand tu as des gars qui sont tous bienveillants, assez transparents, tu vois, il y a un truc, c'est toi qui m'as dit, mais c'est, tu vois, moi je suis un peu j'ai 44 ans, je suis un peu le papy créateur de contenu. Tu vois, le père du freelancing. Le papa du freelancing. Ouais. Et tu vois, je parle avec Antoine Forest, tu vois, aussi. Antoine, il a une formation sur les réseaux sociaux. Et c'est drôle, il m'a dit un truc, de savoir comment lui vit les choses et tout, et les feedbacks que lui dit. Tiens, je dis, c'est marrant, je vis les mêmes choses. Par exemple, Antoine, les gens qui achètent sa formation, ils ont plus ou moins son âge. Il n'a pas les gens qui ont 20 ans, apprends-moi TikTok. C'est pas ces gens-là, il a plutôt des gars qui ont 35-40. Et moi, pareil. Et donc, du coup, c'est plus des gens qui sont en reconversion, des gens qui sont... Et donc, on attire tous des gens qui nous ressemblent. Et en fait, pour moi, finalement, le mastermind de Thibaut, lui, il a ce côté un peu aimant. C'est un peu ce que disait Sacha, en fait. C'est-à-dire, à part Thibaut, lui, qui c'est qui a cette capacité d'aimant d'attirer des personnes qui lui ressemblent. Donc, si tu es attaché à la personnalité de Thibaut, forcément, les gens qui vont le rejoindre, ils lui ressemblent d'une certaine façon. C'est quelque chose qu'on va, je sais pas comment on appelle ça, une sorte d'effet de miroir. Voilà. Moi, je le vois sur moi. Ça veut dire, je sais que par exemple, un des énormes bénéfices de la création de contenu, ça a été d'attirer vers moi des clients que j'aurais rêvé de travailler avec eux. Et ça, c'est pas évident parce qu'on raisonne très en lead. Mais en fait, en venant ici, tu rencontres des gens que tu aurais eu envie de rencontrer, de connaître, grâce, peut-être, voilà, si tu veux, le point commun, c'est Thibaut. Même si, voilà, en l'occurrence, Thibaut n'a pas fait de masterclass pendant... Ah si, samedi, mais j'étais pas là. Pendant un moment. Voilà, mais en fait, tu vas attirer autour de toi
des personnes. Laurine, tu vois, je savais pas que... Tu avais peut-être fait un post, toi et Laurine, mais je voyais pas de rapport entre toi et Laurine. Si, tu attires des personnes, et puis d'une certaine façon, j'en bénéficie. Ça veut dire par ton biais, quoi. Et du coup, tu as fait de l'oseille dans le mastermind ou pas? Ouais, bah oui. Bah là, en fait, c'est juste, j'ai pas eu le temps de signer les contrats. Ouais. Parce qu'on était pris et tout, et là, tout le monde était en train de prendre son avion. Mais là, oui, je pense que j'ai déjà rentabilisé, ouais. Mais d'ailleurs, tu signes des contrats pour tes prestats? Ouais, quand même, ouais. Ça dépend lesquels, mais souvent, oui. Oui, enfin, des contrats. Ça veut dire, ouais, c'est un devis, un truc, devis, facture. C'est pas pareil, un devis facture et un contrat. Un vrai contrat, en fait, je m'emmerde pas trop avec ça. Mais évidemment, je sais qu'il faudrait le faire. Je sais que j'ai un truc DocuSign, un truc bien. Je le fais pas tout le temps. Oui, le contrat, c'est plutôt devis et preuve de virement. En fait, c'est ça que tu appelles contrat. Ouais, c'est-à-dire non, conclure la vente. Ouais, voilà, c'est ça. La plupart du temps, je fais pas de... En vrai, je fais pas vraiment de contrat. Au sens strict, je fais plus de devis facture. D'accord. Est-ce que tu as signé plus d'oseille que le prix du mastermind? Ouais, déjà, ouais, je pense. Donc tu as rentabilisé? Oui. Donc tu peux partir? Bah en fait, maintenant, je t'explique. Moi, j'ai des ROI qui sont assez importants. Moi, je veux faire du x10, tu vois. Ouais. Donc j'ai encore du temps. Et je vais aller jusqu'au... T'as besoin de signer tout le monde. Ouais, voilà. Parce que, ouais. Bah oui, c'est ce que j'ai fait avec les punks du web, déjà. Ça veut dire... attends, les punks du web, j'ai pas eu besoin de signer 100 personnes d'un coup. J'en ai signé 10 et après, ils ont dit, mais va chez le boss. Et ils ont fait le job. Ouais. Je le fais pareil, là. Ok, bah écoute... Écoute, merci. Alors, c'était censé être un podcast sur toi, mais Emmanuel, est-ce que tu peux peut-être te présenter, même si tu as plein d'activités, en fait, qui es-tu? Et quel est le périmètre de tes activités? Alors, je vais raconter un peu mon parcours, qui je suis. Alors, il y a des gens qui me connaissent parce que j'ai fait 400 missions Malte. Il y a beaucoup de gens qui me connaissent sur LinkedIn, du moins pour ça. Parce que je suis un peu, mais j'ai craqué l'algo Malte, c'est vrai. Malte, juste pour dire, enfin, moi je sais ce que c'est, bien sûr, mais pour dire aux auditeurs, Malte, c'est une plateforme. Voilà. Où, en fait, on va chercher les freelances, on va taper développeur Python, et en fait, ça donne une liste de profils avec leur taux journalier moyen, etc. Voilà. Donc et tu es sur Malte en tant que consultant SEO. C'est ça. Donc référencement Google. Voilà, à la base c'est ça. Pour faire rapidement mon histoire, moi je voulais créer une start-up, j'étais un peu plutôt là-dedans, et puis finalement ma start-up n'a pas marché, et j'ai été malheureusement déçu. Je me suis dit, le temps que je crée une belle start-up, je vais me lancer en freelance, mais pour moi j'étais un vendeur de pelle, quoi. C'est-à-dire le vrai entrepreneur qui a du mérite et du panache, c'est l'entrepreneur start-up. Et je suis resté dans ce modèle-là pendant presque 10 ans, alors que je gagnais 10 fois plus que les startups pour lesquelles je bossais. C'était une anecdote toute conne. Mais c'est important parce que cette anecdote, je n'avais pas compris jusqu'à que tu en parles toi sur les réseaux sociaux. Tu sais, des fois, il y a des phénomènes que tu vis, mais comme tu n'as pas les mots, ou tu les as pas conceptualisés, ou tu n'arrives pas à comprendre, tu n'arrives pas à les interpréter. Un jour, il y a une très belle startup qui lève des fonds, French Web. Ils parlent d'eux, Madines, tout le monde parle d'eux. Ils ont des super bureaux dans le 16e arrondissement à Paris, ils recrutent comme des oufs. Et le gars, il me dit, on va lancer des campagnes Google, on va lancer du SEO, est-ce que tu veux t'en occuper? Très bien. Donc, parfait, je prends la mission, je lance les campagnes, et puis, et en fait, il me dit, mais attention, lance pas au mois d'août, parce qu'au mois d'août, il n'y a personne, on démarre en septembre. Mais n'oublie pas qu'on a un coupon Google Ads de 100 balles. Donc, essaye de faire en sorte que le coupon, on puisse l'utiliser. Je lui dis, ouais, mais tu sais, il y a une durée de péremption, ça ne dure pas tout le temps. Bon. Finalement, ils n'ont pas réussi à faire la landing page à temps. Le mois de septembre arrive, et le mec, il me téléphone, putain, Emmanuel, c'est quoi ça? Les 100 balles du coupon, on les a plus. Et le mec, je ne comprenais pas. Je lui dis, attends, il a un bureau dans le 16e, il a une quinzaine de salariés, son CTO, il le paye 50 000 balles, tout le monde est, je sais pas, ils font la une de tout, il a levé plusieurs millions. Il me pète une durite pour 100 balles de Google Ads. Ouais, les gens, ouais. Alors bon, moi franchement, je comprends pas. J'ai dit putain, et j'étais désolé. Je dis ouais, mais la LP, elle était pas prête et tout. Bon, ça c'était au mois d'août-septembre. 4 mois plus tard, je suis dans le métro et un truc improbable, je suis à Station République à Paris et rentre dans mon wagon la directrice marketing de cette super start-up.
Et je la vois face à face, alors que j'avais que des rencontres avec elle en Zoom. Et je lui dis, ah tiens, comment tu vas? Et elle était étonnée de me voir. Je lui dis, comment vous allez et tout ça. Et elle me dit, ouais, ça va. Et elle me dit, ben, comment vous allez dans la boîte? Et elle me dit, ben, tiens, la semaine dernière, on a fêté notre premier million d'euros de CA. Je lui dis, OK. Et en fait, on était au mois de décembre. Et je dis, putain, une boîte de 15 gars, ils ont levé, je sais pas, plusieurs millions. Ils font même pas 1 million d'euros de CA. Je lui dis, vous avez célébré ça comment? Ben, on a partagé un gâteau. Et là, en fait, j'ai dit, mais en fait, peut-être que c'est ça l'histoire. C'est que le mec fait pas d'oseille. Il a un salaire de merde. Ils font même pas 1 million d'euros de CA. Et en fait, quand ils veulent célébrer un gros, je sais pas, achievement et tout, on a fait 1 million de CA au mois de décembre, qui est pas ouf, c'est un gâteau. Mais moi, un gâteau, je peux me l'acheter quand je veux, je peux pas faire 1 million de CA. Et je dis, putain, mais maintenant, je comprends pourquoi au mois d'août, il m'a gueulé pour 100 balles. En fait, il est à 100 balles près, le gars. Et pendant des années, je comprenais pas qu'il y avait tellement de... Tu sais, la toxicité des startups, les mecs qui levaient des fonds et tout. Donc les startups, en fait, ils annoncent des gros chiffres, sauf qu'en fait, les millions de CA, il faut payer les gars, il faut payer les trucs. Donc en fait, ils donnent des gros chiffres, mais à la fin, il reste plus d'oseille. Quand ils en font, parce que souvent, ils lèvent des fonds, ils font zéro oseille. Ouais. Et le gars, à mon avis, je pense que c'était sa femme qui le nourrissait, parce qu'elle devait être infirmière et puis il vivait sur le salaire de sa femme. Et puis lui, il avait la levée de fonds, mais tout était pour aller chez des développeurs et des directeurs marketing. Et puis quand tout le monde était content, on avait le droit à un gâteau. Et je lui dis, mais attends, une seconde, viens, on reprend le schéma. Moi, finalement, je gagne 10 fois plus que ce CEO en tant que freelance. Mais il y a juste un bug, c'est que mon métier, il n'est pas du tout valorisé, il n'y a aucun storytelling. Ouais. Et puis, tout le monde s'en bat les couilles, voilà. des freelances. Ouais. Et qu'en fait, freelance, ça fait vraiment, je suis chauffeur Uber, quoi. Oui, non, c'est vrai. Parce qu'un chauffeur Uber est freelance. Oui. Et, mais un consultant à 300K qui fait du Notion ou du SEO, il est aussi freelance. Voilà. Et quand tu dis freelance, il dit, ouais, c'est un livreur. Et puis... Mais même, même dans la sphère familiale, c'est comme ça. Ça veut dire, pour mon père... il m'a dit, mais t'as combien de salariés? C'est-à-dire, si tu dis que t'as pas de salariés, t'as pas de boîte. Si t'as pas de bureau, t'as pas de boîte, tu vois. Je vais donner une anecdote pour te montrer le modèle startup versus solopreneur, etc. J'ai reçu un message de Raphaël Di Meglio. Tu vois qui c'est? C'est le CEO de Matera, une startup. Dans l'IMO? Il remplace en fait les syndics de copropriété. C'est ça, ouais. Donc, je sais pas s'il y a de la levée de fonds, mais il y a beaucoup de salariés, il y a beaucoup c'est un gros projet, tu vois. Il est très visible, il est très connu, il est très respecté, etc. Et un jour, il m'a écrit, je sais qu'il me lit beaucoup, il peut pas trop liker parce que vu que je suis un peu infréquentable, tu vois, mais il like de temps en temps. Mais en tout cas, il lit. Et en fait, un jour, il m'a dit, mais ce serait intéressant qu'on fasse un podcast pour en fait voir la différence et expliquer un petit peu à l'écosystème que t'as des mecs, ils sont là et puis ils ont une équipe de freelance et il dégage beaucoup de marge. Et tu vas avoir un CEO, il va avoir 50 personnes ou 100 personnes et il va devoir payer plein de trucs, le comité d'entreprise, etc. Qu'est-ce qui reste concrètement à la fin et surtout dans la poche du CEO? Et donc, du coup, on commence à parler ce qu'on se verse, tu vois. Et en fait, on avait à peu près on se verse à peu près le même salaire, tu vois. Enfin, même si c'est compliqué parce qu'après, il faut regarder. Tu sais, souvent, les gens, ils ont des holdings, il y a les dividendes, etc. Mais tu vois, ils ne se versent pas énormément de salaire. Et tu vois, il y a une étude du Galion Project sur des boîtes qui ont levé, tu vois, entre 5 et 10 millions. Alors, je n'ai pas les chiffres exacts, mais donc, prenez ça avec des pincettes. Mais tu vois, le CEO de Standard, une boîte qui a levé 10 millions, il se payait un petit peu plus de 100 000 euros par an brut. Mais à 100 000 euros, évidemment, tu te fais énormément taxer. Donc, il ne te reste pas beaucoup après en salaire. Mais tu vois, évidemment, les gens vont se dire, ouais, mais 100 000 euros brut par an, c'est énorme. Pour un CEO qui a levé 10 millions, tu vois, c'est pas genre, et c'est pas beaucoup, en fait, tu vois. Bah non. Enfin, c'est pas tant que ça. C'est bien dans la société. Oui. Mais quand t'es entrepreneur, c'est pas, tu vois... Bah, pour moi, c'était une grosse découverte parce que, bon, qu'on le veuille ou non, on ne peut pas dire qu'on est complètement insensible à l'ego et il n'y a pas que le cash. C'est important de faire un truc, pas de sentir que tu pèses, ça c'est des conneries, mais on a tous besoin d'un minimum de fierté, d'honneur, de respectabilité. Et c'est vrai que pour moi, même si voilà, je gagnais bien ma vie en tant que freelance, ce qui s'est passé, c'est que j'acceptais pas ce statut. Pour moi, il était temporaire. Et je me suis dit, je vais développer autre chose. Je vais développer, alors si c'est pas une start-up, parce que j'ai eu le temps de voir combien c'est difficile, je me dis, je vais développer une agence. Et en fait, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai développé une agence qui existe toujours, mais je suis en train de pas mal la remodeler. Donc, c'est entre 2018 et 2023, je vais me mettre à fond en modèle agence. Et là, je vais aussi découvrir pas mal de déconvenus.
que les agences, c'est bien, hein, c'est sympa et tout. Mais il faut aimer le management. C'est dur de garder des clients. C'est dur d'en aller chercher. C'est dur. Les marges sont pas ouf. Moi, j'ai beaucoup tenu avec l'idée de dire ouais, mais ça vaut quelque chose. Et finalement, tu te rends compte que sur le marché, en vérité, dès qu'il s'agit vraiment et éventuellement de vendre, ça vaut pas grand-chose. Parce que ça reste ce que disent les M&A, quoi. Ils appellent ça, c'est des business people. Donc, quand tu es dans le service, c'est très, très difficile de décorréler. Ça, c'est moi qui ai apporté 100% du business. Donc, c'est très difficile. Les gens, ils viennent pour moi. Donc, même si c'est une agence et tout, c'est moi qui amène. Donc, si je leur dis je me barre, ils disent ouais, mais ça vaut 0, quoi. Donc, ils veulent pas t'acheter, en fait, déjà. C'est un des trucs simples. Et la plupart des agences, c'est un peu comme ça. Hein. Faut bien se rendre compte que quand tu questionnes d'où viennent les prospects, souvent, les canaux, souvent, c'est quand même les fondateurs qui amènent le business. Et donc, j'ai fait ça. Et puis, je commençais à perdre beaucoup d'intérêt, en fait, dans le développement de l'agence. Ça veut dire c'était devenu de plus en plus dingue jusqu'à, on va dire, allez, 2022-2023, où là, j'ai commencé à comprendre que je pouvais plus continuer comme ça. Et en fait, il y a eu plusieurs déclics. Je peux résumer rapidement, mais il y a eu 3 déclics, et je me considère qu'aujourd'hui, je suis là-dedans. Il y a eu un article d'un garçon qui s'appelle Ben Issenman, je ne sais pas si tu connais. Ouais. Voilà. Il a écrit un article sur le modèle d'Hyper Freelance, qui est un peu l'ancêtre du solopreneur, si tu veux, mais c'est des modèles très proches. Aujourd'hui, on parle beaucoup de solopreneur, mais bon, tu peux prendre le terme d'hyper freelance, c'est assez proche. Et en fait, en gros, c'est comment tu scales une activité de freelance. Donc, il y a l'idée de scale qui se rattache aux startups, et on reste dans un univers proche du freelance. Donc, Ben. Ensuite, la deuxième personne, c'est Jean-Charles Kurdali. Jean-Charles, en fait, j'allais pas bien. Ça veut dire, je me faisais vraiment chier dans mon agence. Et j'ai apprécié les contenus de Jean-Charles Kurdali. Je lui ai demandé qu'il me coach. Et petit à petit, il m'a accompagné pendant, je sais pas, 3-6 mois. J'ai oublié exactement combien de temps. Et j'ai appris pas mal de choses avec lui. Et il m'a présenté ce que j'appellerais, moi, des créateurs de contenu. C'est-à-dire, par exemple, moi, j'avais pas les bons codes. Je faisais pas la différence forcément entre un influenceur et un créateur de contenu. Entre quelqu'un qui apporte de la valeur et quelqu'un qui vole son audience. La plupart des gens, je suis pas sûr qu'ils comprennent tous exactement ça. Voilà, mais bon, j'ai commencé à comprendre ça. J'ai découvert tes contenus. Et il y a une vidéo, d'ailleurs, la vidéo que tu as fait avec Oussama. La vidéo d'Oussama, moi, j'ai bien aimé parce que ça m'a rappelé un peu une discussion que j'avais eue avec Oussama il y a quelques années. Où, en fait, je lui reprochais un peu qu'il parlait jamais de TPE, PME, de freelancing. Tu vois, je lui reprochais ça. Et puis, en fait, pour moi, j'ai vu un peu, quand tu l'as interviewé, comme s'il te filait un peu le relais. Il dit, moi, parce que lui, il voulait pas parler de ça. Au fond, ça le fait chier de parler de... Lui, il a besoin de la légende. Et il a besoin de la start-up flamboyante, du drama, tu vois. Il a besoin de ça. Et en fait, il a fait une interview avec toi, il a fait une interview avec Jérémy Coleman. Et il t'a un petit peu... Moi, je l'ai perçu comme ça, mais il a dit attends, tu veux devenir solopreneur, va chez Thibaut, tu vois. Ou va chez Jérémy, voilà. Et pour moi, je me suis dit, tiens, c'est marrant, parce que jusqu'à présent, celui qui m'avait le plus nourri sur le plan business, c'était Oussama. Mais quelque part, ça m'avait aussi amené à certaines limites, parce qu'au fond de moi, j'ai pas envie de créer une start-up. Même le modèle d'agence, c'est pas un truc qui me convient. Et c'est plus un business lifestyle que je veux aujourd'hui, que j'assume. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, voilà, si je prends sur l'année, dans les 12 derniers mois, pourquoi j'ai acheté tous les produits de Thibaut ? Parce que Thibaut va m'aider à devenir un solopreneur d'élite, si tu veux. Voilà, après, je sais que Thibaut peut pas tout faire. Parce que moi-même, je coach des personnes. Je sais que ça dépend aussi de mon exécution, de ce que je suis capable. Non, voilà, je suis pas con, mais il n'y a pas 50 personnes, tu vois. Thibaut, s'il peut pas tout faire, déjà, s'il te rapporte plus de cash que t'en dépenses, c'est déjà bien, quand même. Ouais. Enfin, tu viens pas que pour ça. Non. Tu viens pas que pour l'argent, mais c'est quand même une bonne métrique en business. Ah ouais, c'est une super métrique. Ouais, c'est une super métrique. En fait, tu viens pour l'argent et tu repars avec des copains, c'est ça ? Ouais. Mais tu sais, oui. Ouais, le week-end, pas mal. Le week-end, tu pensais que ce serait aussi bien ou pas ? Est-ce que tu en attendais autant que tu as eu ? Après, t'es pas venu samedi, mais donc tu as eu une journée de moins, mais... Ouais, mais il s'est passé... Bon, déjà, c'était cool qu'on était au même hôtel. Parce que, tu vois, on a pris le petit déjeuner à chaque fois ensemble et tout ça. On s'est vu encore aujourd'hui.
Euh, en fait, à ton contact, si tu veux, ce qui est en train de se passer, c'est que toi, tu mets l'accent sur le biz, tu vois, le chiffre d'affaires et tout ça. Bon, ça, j'ai envie de dire presque... j'en ai conscience, je vais le faire. C'est pas le truc le plus... Non, le truc que tu m'apportes, que peut-être t'en as... Enfin, tu sais, il y a un truc, voilà, pourtant c'est ta signature, mais t'en parles pas. C'est se traiter comme Beyoncé. Tu sais, moi j'ai dit à Oriane, j'ai dit, mais en fait, mon coach bien-être, c'est Thibaut. En fait, parce que tu vois, mais oui. Alors, on peut dire, en se traitant comme Beyoncé, je serai un meilleur entrepreneur, mais c'est pas que ça. Ça veut dire, c'est pas que devenir un meilleur entrepreneur, c'est pas que changer de mindset. C'est aussi ça, mais ouais, je commence à un peu mieux accepter, assumer business lifestyle, tu vois. Écoute, je vais te faire plein de parallèles, mais moi, j'aime pas... Je trouve que j'aime pas la pensée, la représentation victimaire, où genre, oh, c'est dur, oh là là, oh, I hustle hard. Franchement, moi aussi, je travaille dur, tu vois. Enfin, mais... T'as pas besoin de le montrer, de le montrer. Et c'est pas parce que tu travailles dur que tu vas faire un burn-out. Évidemment, de toute façon, les gens, ils sont lazy, tu vois. Ils sont hyper paresseux, globalement. Et c'est pour ça que la personne moyenne, quand elle voit des sportifs ou des personnes qui réussissent, en fait, elle critique parce qu'elles se rendent pas compte de à quel... Enfin, elles savent que ces gens travaillent, mais elles savent pas, genre, à quel point tu dois être drivé et tu dois faire que ça, quoi. Mais... Si tu travailles dur, ça veut aussi dire que ton niveau de bien-être et ton niveau de tes moments de kiff doivent être à la hauteur, tu vois. Moi, je dépense tellement d'oseille dans le bien-être. Je fais masser 2 fois 2 heures par semaine. Tu vois, genre, l'Institut, je leur ai dit, vous me bookez mercredi et samedi à telle heure, jusqu'à ce que je vous dise d'arrêter. Ils m'ont booké tous les créneaux jusqu'à je sais pas combien. Et je leur ai dit, si un jour j'ai plus besoin, je vous dis. Et je sais que mercredi et samedi, telle heure, je vais au massage, tu vois. Ça me coûte beaucoup d'oseille, tu vois. Mais voilà, je te peux raconter une anecdote. Une des masseuses, un jour, elle m'a dit « Ah, mais je vois que vous travaillez beaucoup et que vous pensez beaucoup. Un jour, c'est vrai que je vous ai massé la tête et en fait, j'ai mis mes mains autour de votre tête et j'ai senti de la chaleur sortir, tu vois. Et j'ai trouvé... tu vois, c'était marrant quand elle m'a dit ça. Mais tu vois, j'ai 2 coachs. En fait, il ne faut pas que ce travail acharné, s'il se double en plus d'une culpabilité, quand tu prends du temps pour toi, ça ne va pas. Je pense que c'est... Et en plus, ce qui est dur, c'est quand tu travailles acharné, tu culpabilises et que tu ne fais pas d'oseille. Ah ouais, non, ça s'appelle un start-upper. Non, je rigole. Ah oui, non, c'est exactement ça, si, t'as raison de dire. Enfin, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a... Tu sais, regarde, moi, je pense qu'on a... bon, comme, en fait, le secret des start-uppers, ça a été 10 ans d'argent gratuit. Donc là, en fait, c'est fini ce temps-là. Tu penses ? Ouais, ça ne reviendra pas. Enfin, non, ça peut revenir dans 20 ans. En Europe ou aux US aussi ? Ouais, non, là, je pense l'histoire des taux d'intérêt élevés, etc. Tu crois que les invests, ils trouvaient trop... Enfin, ils mettaient trop d'enthousiastes et ils avaient trop d'exigences vis-à-vis de ça et qu'en fait, on s'est rendu compte que c'était un marché qui n'était pas si... En fait... non, je pense que l'histoire des taux d'intérêt de la banque, de la BCE ou bien de la Réserve fédérale faisait que, au pire, même si tu avais un petit retour sur investissement, c'était pas trop grave, vu que, en fait, si tu veux, les gars, ils n'avaient pas peur parce que pouvaient même emprunter de l'argent. En fait, t'emprunter de l'argent, tu savais que tu allais faire même 2-3%, vu que tu remboursais 0, c'était pas grave. Tu n'avais pas de taux d'intérêt dessus. Maintenant que tu as des taux d'intérêt élevés, c'était 3-4%. Donc, si tu n'as pas vraiment une garantie assez importante de retour sur Invest, tu ne peux plus te permettre ça. Et il y a eu trop. Et là, de toute façon, il y a une sorte même de backlash. Les gens, ils ne veulent plus. Il y aura plus. Enfin, dans les 5 prochaines années ou 10 prochaines années, je ne vois pas un Getir arriver, tu vois. Il n'y aura pas toutes les petites livraisons juste de t'amener le lait en face de chez toi avec un livreur et de lever 150 millions d'euros là-dessus, tu vois. Il n'y aura plus ce genre de truc. C'est comme un peu tout le bullshit qu'il y a eu, je sais pas, sur les IPO crypto. Les mecs qui sortaient des trucs ou des NFT. Il y a des trucs, une fois que la connerie elle est passée, il y aura d'autres conneries, il y aura d'autres scams et tout, mais il y a des trucs qui sont
il y a des trucs qui vont plus se faire. Ça veut dire il y aura d'autres choses plus fines. Ouais. Donc tu penses qu'on est à une ère, je te demande, mais parce qu'en fait, ce qui est marrant, c'est qu'on parle beaucoup de freelancing, etc. Mais moi, j'étais ghostwriter de dirigeants de start-up. Donc j'ai beaucoup parlé à ces mecs-là. J'ai des amis là-dedans. Tu vois, donc j'ai des. Donc tu penses qu'on va arriver à une ère de business plus profitable, axée sur la rentabilité plutôt que la croissance? Je pense, à part bien sûr des sujets, parce qu'il reste encore des pépites, il reste des sujets, je te parle pas, il y aura toujours des sujets dans la crypto sérieux, il y aura des sujets tech sérieux, dans la cybersécurité, même dans plein de sujets. Aujourd'hui, c'est l'IA et tout, et je pense pas que c'est de la merde, je dis c'est très sérieux. Mais il y a des sujets des sujets qui vont disparaître. Ça veut dire où ça a plus vraiment... il y aura plus... en tout cas, les questions de rentabilité vont revenir très vite sur la table. Il y aura plus d'entrepreneurs à lifestyle, je lève de l'argent facilement comme c'était le cas. De toute façon, les conditions du crédit sont devenues difficiles même pour un entrepreneur qui est rentable. Donc, oui, je pense que ça va être difficile. Mais c'est pas une mauvaise chose. Ça veut dire c'est juste que certains business n'existeront plus. Mais ça, en fait, à mon sens, c'était juste... Il y a eu aussi la fin d'un cycle lié à l'innovation autour d'Internet. C'est-à-dire qu'il y a eu une technologie qui était sortie, il y a eu une première bulle, on va dire en 2001. Ensuite, on est parti sur 20 ans de développement économique autour d'Internet. Là, aujourd'hui, on attend le relais, peut-être ce sera l'IA. Mais je vois mal énormément d'argent se déverser à nouveau encore sur l'Internet, tu vois. Je vois pas trop... Il y aura pas cette logique-là où assez facilement tu lèves 10 millions, 20 millions. Je fais confiance à l'équipe. Enfin, en tout cas, moi, je pense pas que c'est juste une crise. Ça, je pense qu'en fait... Tiens, par exemple, je le dis aux freelances avec lesquels je travaille. J'ai des freelances que j'ai coachés, des bons développeurs. Ils n'ont plus vraiment de mission auprès de start-up sur des projets. Tiens, j'ai une app dating sympa, voilà. Non, il n'y a plus tellement ce genre de trucs. Ils commencent à bosser pour des grands comptes, pour des trucs qui sont que les gens connaissent, c'est-à-dire des applications pour une banque, une application de course. Alors des trucs peut-être un peu plus chiants, mais bon, ils ont de l'argent, il y a un business qui tourne. Et ils sont bien payés. C'est pas une mauvaise nouvelle. Quand tu es développeur freelance, c'est pas grave. T'es toujours bien payé, sauf que maintenant, tu bosses pour une boîte qui gagne de l'argent. En quoi c'est un problème? Moi, je préfère ça, en fait. Hein. En fait, c'est marrant parce que tu as fait... tu sais, on te dit, normalement, il faut commencer petit, et puis après, grossir, etc. En fait, toi, tu as fait start-up, énorme ambition. Ensuite, tu as fait agence. Voilà. Donc, tu vois, et maintenant, tu vas dire, me casser les couilles. Tu as lâché ton agence, ou tu l'as mis en gérance, je sais plus. Et Exactement. Et tu t'es solopreneur avec une petite équipe. Tu es une PME Internet. Combien tu as de freelance qui bossent pour toi? Là, je suis passé en mode agence, on était une quinzaine. Là, en mode PME Internet, cet été, il y a 2 alternants avec qui j'arrête de travailler. Donc, c'était encore des salariés que j'avais. Voilà, c'était les 2 derniers. Donc, cet été, on va redescendre à 5. Tu vois? Donc, toi, plus 5. Ouais, on va être... Ça, c'est une vraie PME Internet. Ouais, c'est ce que je veux. PME Internet, 5 personnes. Dis-moi un peu ton équipe. Alors, aujourd'hui, mon équipe, c'est très simple. Il y a Emmanuel, qui s'est fait virer de l'agence, parce que l'agence, je ne la gère plus. En fait, en gros, il y a une OBM. Elle va plutôt dire qu'elle est COO. Ouais, voilà. C'est à peu près... Ouais. Voilà. Bon. C'est les 2 noms. Voilà. Ok, donc c'est qui? Elle s'appelle Aurélie Otto. Voilà. Ok. T'es content? Ouais. C'est depuis Très combien de temps? Depuis janvier. Donc ça fait 8 mois. Ça t'a enlevé de la charge mentale? Oui. Ce qui est vraiment différent, alors, ce qui est intéressant avec et encore pour moi c'est nouveau. Hein, ce qui est intéressant, c'est qu'elle elle en a parlé à Adri, même elle en a parlé aussi de Laurine. En fait, oui, elle m'aide, elle va plus loin que moi. Elle arrive déjà beaucoup travailler en autonomie, donc ça c'est génial. Je fais comme Laurine, hein, c'est marrant. On a 1 heure ensemble par semaine. 1 heure, jeudi, 1 heure. Et ensuite, elle travaille. Moi, c'est la première fois que je fais ça. J'ai juste 1 heure avec elle dans la semaine. Et après, elle bosse, elle avance, elle fait des process, elle parle à d'autres personnes, elle fait des rendez-vous à ma place. Elle crée pas mal de choses pour moi. Donc, je suis très content. Après, donc, il y a elle. Il y a une office manager. Ça peut s'apparenter à une sorte d'assistante virtuelle. Mais elle fait toute la compta, la pré-compta. Elle paye les prestats. Ouais, c'est trop bien. Elle gère les clients, etc. Ok, donc tu as une OBM, une VA. Voilà. Après? Alors, bon, actuellement, donc, j'ai encore les 2 alternants en SEO. Et ensuite, j'ai des personnes... Alors, ça, je vais prendre probablement quelqu'un qui va m'aider sur la création de contenu, plus sur du montage,
Là, je devrais démarrer le mois prochain. Donc voilà, il s'appelle Julien Lamotte, un punk. Tu l'as rencontré sur les punks? Ouais, je l'ai coaché. Il fait quoi, rappelle-moi? Alors Julien Lamotte, c'est un monteur. Ok. Il a déjà travaillé avec pas mal de gars que je connais. Je l'ai coaché sur Malte. J'ai vu son travail. Ah oui, parce qu'en fait, j'utilise, je t'ai pas dit, mais moi, Punk du Web, c'est aussi... bah tiens, regarde. Un truc, c'est difficile parce qu'en fait, tu peux pas tout chiffrer, le retour sur investissement. Moi, quand je veux recruter, je fais pas une annonce Indeed, je fais une annonce Punk du Web. J'ai 5 recos et je prends... voilà, et Julien, ça a été le plus réactif, il a répondu tout de suite, et puis on a fait rendez-vous et il m'a closé. Bah, en fait, c'était ça. Bah, pour moi, c'est pour ça que je paye aussi 29 balles. Je crois que c'est moins cher qu'un abonnement Indeed. Je sais pas combien ça coûte. J'aurais eu en plus 350 candidats. J'aurais pas eu le temps de les éplucher. Là, j'ai un gars qui est hyper bien recommandé, qui a en plus travaillé avec des gars qui me ressemblent. Donc, j'ai rien à lui expliquer. Je lui ai dit, regarde, tu sais quoi, je lui ai dit comme ça, tu vois ce que je veux en montage de vidéo, en montage de son, podcast, je veux un peu qu'est-ce qu'elle fait. Tu me mixes Flavie Prévost, tu me mixes ça, tu me fais ma sauce. Il m'a dit, ouais, c'est très bien, ça coûte tant. Et il connaît, il a déjà bossé pour eux. Donc, c'est bon. Donc, oui, je ne vais pas réfléchir 100 ans. C'est vrai que je l'ai dégoté sur les punks. D'accord. Donc, ouais, Julien, il va nous rejoindre. Et ensuite... Alors, donc, en montage, je vais prendre un monteur ouais. freelance. Ok, trop bien. Voilà, là, j'ai une fille. Alors, ça, maintenant, ça, c'est mon projet. Mon nouveau projet qui est en train de... Ouais, ça, c'est mon projet, voilà. Si tu veux, mon fil d'Ariane du Mastermind. Mon fil d'Ariane, si tu veux, sur les 6 prochains mois, mon enjeu, c'est faire mon rêve. C'est-à-dire de switcher vraiment en tant que solopreneur et de développer une sorte de bootcamp SEO. Alors, je t'explique exactement ce que je veux dire. J'ai envie de créer une formation où j'explique aux consultants qui sont mal payés dans les agences de se barrer de la défense et de devenir freelance SEO lifestyle, de gagner 3 fois plus et être remote. Ce que je fais depuis longtemps moi-même, je leur dis, écoute, tu n'auras pas de ticket de resto, tu n'auras pas de réduction pour je sais pas, le parc Astérix. C'est un peu chiant. Voilà, tu n'auras pas de comité d'entreprise. Mais tu gagneras 3 fois plus. Et en plus, tu pourras bosser depuis ton canapé. Et puis, quand tu veux partir en vacances, tu peux... Moi, ce que j'ai fait, je sais pas, à Chypre, en Grèce, à la campagne, où tu veux. Donc ça, c'est ce que je veux. Je veux prendre des consultants dans le marketing digital, les virer de la défense et les amener dans mon délire via un bootcamp où je leur apprends 2 choses. Le SEO et surtout, comment être un freelance SEO. Parce que souvent, tu as des gars qui ont des compétences, mais ils ne savent pas les vendre comme un freelance. Ils font confiance au patron d'une agence pour leur amener des clients et ils sont très fragiles. Donc ça... J'ai un programme que je suis en train de construire avec une personne qui s'appelle Manon Clabo, avec qui je travaille, qui est une top freelance SEO. Alors, cette fille-là, elle rentre dans... c'est quelqu'un qui travaillait dans mon agence depuis 5 ans, 6 ans. Et cette fille, elle est parfaite. Donc, ça va être mon alter ego parce que là-dessus, elle a fait toutes les étapes. Elle a bossé chez l'annonceur, elle était très mal payée. Elle gagnait, je sais pas, peut-être 2000 balles, puis voilà. Ensuite, elle a bossé en agence. Elle est en plus une fille super douée, c'est un couteau suisse, c'est ultra rentable pour une agence. C'est-à-dire que même un temps mort, elle te fait le site, le SEO, le design, elle apprend tout le temps des trucs, c'est une fille hyper smart. Et donc, elle a avancé. Ensuite, elle s'est mise dans la tête, tiens, j'aimerais bien commencer à travailler en remote. Moi, je l'ai contactée à ce moment-là. Donc, je l'ai fait virer de sa boîte, en fait. Je lui ai dit, écoute, je te paye 2 fois mieux que ton annonce, que l'agence dans laquelle tu travaillais. Elle était salariée? Elle était salariée. Et tu travailles en remote. Rappelle-moi la tâche, elle fait quoi? Elle, c'est une consultante SEO. Ok. Elle s'appelle Manon Clabo, elle nous verra. Alors Manon, elle était consultante SEO. Elle a grandi à Annecy. Et puis, elle est douée. C'est une fille douée. D'accord? Elle est douée, mais elle n'a pas de réseau. Elle ne va pas aller sur Internet, elle ne parle pas d'elle. Et c'est pas une bonne freelance, mais elle est bonne consultante SEO. Oui, c'est pas une bonne entrepreneur, mais c'est une bonne technicienne. D'accord. Et du coup, en fait, c'est un mini Emmanuel, en fait. Ouais, c'est un mini Emmanuel, sans le côté entrepreneurial. Alors, j'ai dit à Manon, regarde ce qu'on va faire. Tu vas rentrer dans le collectif et je vais te filer des missions. Elle, qu'est-ce qu'elle a dit? Parce qu'elle est maline. Elle a dit, OK, Manu, moi, mon rêve, c'est vivre à Montréal. Je lui ai dit, OK, va t'installer à Montréal. Donc, elle est partie vivre à Montréal. Elle est restée 2 ans là-bas. Maintenant, elle habite à Montréal. Donc, on a travaillé en remote et tout. Et un jour, elle m'envoie un message. Emmanuel, c'est trop top avec toi. Je gagne 3 fois plus depuis que je bosse avec toi. Heureusement que j'ai quitté ma province et tout. Je kiffe à Montréal et tout. En plus, j'ai la citoyenneté maintenant canadienne et tout. Donc, je suis très contente. Et maintenant que je suis dans le délire de solopreneur, j'ai dit à Manon, tu veux pas m'aider parce que regarde, moi, je suis en train de développer cette formation freelance SEO. Toi, tu as fait toutes ces étapes. Tu as fait le remote, tu t'es lancé, tu as quitté,
tout même ton univers, enfin, autour de toi, les gens ne comprenaient pas ce que tu faisais. Parce qu'à un moment donné, elle a vécu à Clermont-Ferrand, et là-bas, c'est déjà qu'elle est en remote, ils n'ont pas compris. Qu'elle n'était pas salariée, mais qu'elle bossait en freelance au sein d'un collectif, ils n'ont pas compris. Qu'elle désire partir à l'étranger, ils n'ont pas compris. Et en fait, elle a fait toutes les étapes. Et ensuite, ce qui était marrant, c'est que tu vois, dans mon agence, il y a pas mal de freelance une fois le Covid passé, ils se sont dit, tiens, j'aimerais bien retourner au bureau, j'aimerais bien retourner en salarié. Elle, non. Elle est partie bien en tête. Je reste freelance, je gagne 3 fois mieux, je fais ma vie. Et là, elle vient de faire 3 semaines. Elle a fait toute la côte ouest. Je pars en camping, parce qu'elle elle s'est éclatée. Et moi, j'ai envie d'amener plus de gens comme elle, tu vois. Plus de gens comme elle, les aider, si tu veux, à devenir des compétents et des bons freelance. SEO, freelance, ça veut dire des gens qui savent choper des clients en direct, qui arrivent à gagner des clients pour eux, les garder, qui sont ultra résilients, tu vois. Donc ça, c'est ton prochain produit, c'est le bootcamp freelance SEO. Ouais. Donc en fait, c'est moi ce que j'aime bien, je vais dire pourquoi, mais en fait c'est un accompagnement dans le temps où en fait tu aides les gens à la fois à être bons SEO et à la fois à être bons en business pour attirer des clients SEO. Ouais. Tu sais pourquoi j'adore ce produit? Parce qu'il est niché. Tu vois, dans le sens, en fait, le problème parfois des gens, c'est quand ils ont trop d'offres, trop de trucs, on ne sait pas ce qu'on va avoir. Là, c'est simple. C'est genre, qu'est-ce que tu fais? C'est simple, j'aide les gens à devenir freelance en SEO. Bam! Ouais, c'est comme ça. Tu vois. En fait, je veux pas la formation où tu sois bon en SEO. Parce qu'en fait, tu as plein de formations scolaires. J'en ai eu un, là, tu vois. Le mec, il connaît. Tu vois. Scolairement, il connaît, il répond aux questions et tout. Mais c'est une bille en freelancing. Il n'arrivera jamais à choper un client. Parce qu'il ne comprend même pas les questions que vont lui poser ses clients qui n'ont rien à voir avec ce qu'il a appris. Oui. Tu sais à peu près combien il y a de consultants SEO en France? Alors, il y a une pénurie. Ça veut dire, je n'ai pas le chiffre précis. Il y a une pénurie de consultants SEO? C'est étonnant. Alors, je te répondre très vite pourquoi il n'y a pas assez de consultants SEO. Alors, tout le monde le dit. Hein, c'est pas, voilà, vous pouvez vérifier. En fait, bon, comme dans tous les métiers, d'abord il y a une pénurie de bons consultants, de manière générale, mais en fait beaucoup d'entreprises, voire toutes les entreprises ont besoin de SEO, mais surtout ce qui est embêtant, et c'est ça le pire, c'est qu'en fait le modèle actuel, c'est que les agences ont énormément de mal à recruter des consultants SEO parce qu'ils les payent mal. Et donc les gens, voilà. Maintenant c'est très dur pour quelqu'un qui est compétent de devenir un bon freelance ou de vouloir monter sa propre boîte, devenir indépendant. Donc en fait, ce qui se passe, d'ailleurs, c'est quelque chose que je retrouve avec la communauté de Benjamin. L'idée de créer ce bootcamp SEO, je l'ai vu un peu dans la communauté de Benjamin Dubreux. Et en fait, ça, c'est à travers le bootcamp de Thibault Lui, son mastermind, où je commençais à voir des choses. Tiens, regarde, enfin, je suis pas arrivé à cette idée comme ça. C'est que j'ai Benjamin Dubreux. Hein, Benjamin Dubreux, j'ai fait... Voilà. Tu me parles, tu dis Adri, Laurine, mais les gens, c'est qui c'est tous ces gens, tu vois? Ouais, Benjamin Dubreux. Benjamin Dubreux. Alors, j'ai fait 2 conférences avec sa communauté. Maintenant, je commence à connaître la communauté data. Ouais. Et en fait, ils sont nuls en business, tu vois. Ça veut dire, pas tous, il a 50 000 abonnés, mais c'est les questions que m'ont demandé les techs. Mais attends, c'est n'importe quel designer de logo en France est plus avancé qu'un data scientist, tu vois. Il faut quand même que tu comprennes le niveau. C'est-à-dire, souvent, plus t'es tech et plus tu fais d'oseille, moins t'es bon en business. Parce que souvent, c'est une ESN qui les a en portage et tout. Ouais. Alors que t'as une designeuse de logo, la fille, elle est capable de vendre, tu vois. Même si elle fait moins d'argent. Mais elle a déjà elle a déjà travaillé son logo, elle se bat, tu vois. Il y a quelque chose. Et souvent, t'as des gens, ils se font chier, ils travaillent dans une banque. Il est bon en entretien d'embauche. Voilà. Mais dès que tu quittes l'univers de l'entretien d'embauche et du CV... J'en ai eu un, tu vois, il est arrivé, je lui dis qu'est-ce que tu fais? Ouais, je suis freelance depuis 10 ans. Et je lui dis mais raconte-moi, il a rien. C'est-à-dire que ça fait 10 ans qu'il travaille pour la même boîte. Il y a une ESN qui ponctionne 30% de ce qu'il gagne. Et le mec, il est nul en freelancing. Et c'est une catastrophe, c'est dommage. Alors Chris se bat beaucoup là-dessus parce qu'il a raison. Parce que Chris Choly, il se bat beaucoup parce qu'en fait, tu as plein de gens qui sont en freelance CDI déguisés. Oui. Et c'est très triste. Moi, c'est très triste. Alors, au début, c'est pas très grave. Parce que quand t'es jeune, t'es content, t'as du taf et tout. Mais ça devient grave quand t'as la trentaine. Quand tu commences à avoir des enfants, tu veux faire un achat, un achat immobilier, tu commences à vouloir gagner un peu plus parce que l'ESN, elle veut pas baisser sa marge. Et elle va te dire, allez, je te lâche 3%. Mais lui, il a pas besoin de 3%, tu vois. Et il s'en fout des tickets resto. Ça veut dire... et donc, à un moment donné, tu prends conscience de ça. Et quand Manon, elle me dit qu'elle gagne 3 fois plus, c'est au-delà de l'argent, tu vois. Elle est beaucoup plus résiliente. Elle a gagné ses propres clients. Elle a pris confiance en elle. Et puis surtout, elle sent le vrai sentiment aussi. C'est-à-dire, voilà, je suis
considéré à ma valeur. J'aurais pu rester toujours chez le même annonceur ou la même agence, toujours mal payé. Et là, maintenant, il y a des gens qui me valorisent et qui apprécient mon travail. Et c'est un sentiment, quand même, c'est autre chose, quoi. Tu m'as parlé plusieurs fois de Théo Rossi. Ouais. Est-ce que ce bootcamp de freelance SEO, tu t'es pas juste dit, mais pourquoi juste je fais pas comme Théo Rossi? Voilà, c'est ça. Théo Rossi, raconte un peu le cheminement de pensée. Bon, et c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai vu... il y a eu trop de choses. Ça veut dire, en fait, mais ça, c'est un peu... D'ailleurs, dans le listing des personnes qui interviennent dans le mastermind, il y a Théo Rossi, il y a Samir Branchet que j'ai rencontré vendredi, il y a Samir Branchet, Théo Rossi. Ah oui, je sais pas si elle va venir, mais Maddalena Martini, qui s'occupe des VA, Samir Branchet qui est dans le monde des OBM, et Théo Rossi. Et en fait, ce qui a commencé à se cristalliser maintenant et qui devient de plus en plus évident, et c'est pour ça que je compte sur ce... Pardon. Je compte sur ce mastermind pour mettre ça à profit, c'est que j'ai vu qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. C'est-à-dire Samir, il a une académie pour former des OBM. Donc, il présente ce métier, etc. Après, l'OBM, elle est libre de trouver ses propres clients. Mais en tout cas, il lui donne toutes les armes pour faire d'elle la meilleure OBM et trouver des clients. Et à côté de ça, il a aussi une agence d'OBM. Donc, il va prendre les meilleurs éléments en leur donnant du travail. Ça, c'est Samir. Donc, pour moi, c'est énorme. Je dis, putain, c'est exactement ce modèle vers lequel je dois aller. Théo Rossi, il crée quoi? Il n'a pas créé la formation du copywriting. Il a fait un truc plus smart. Il a dit, je te forme non pas au copywriting, mais je te forme de façon à ce que tu vives du copywriting. Je crois que le mot « vivre », il avait été oublié du terme « vivre du SEO ». Tu vois. C'est important. Il y a beaucoup de formations SEO, mais vivre du SEO ou vivre du copywriting pour Théo Rossi, c'est pas si courant. Et le gars, il vient, tu viens, et en tout cas dans les vidéos que j'ai vues sur YouTube et ce qu'il met en avant, mais effectivement, il y a des gens, elle était prof de maths, maintenant elle vit du copywriting. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'est-ce que ça veut dire? Elle était prof de maths, elle est en classe, on avait marre de l'éducation nationale. Maintenant, elle bosse chez elle. Elle travaille aux horaires qui lui conviennent. Elle a un enfant, elle a 2 enfants, elle respecte, je sais pas, elle a une hygiène de vie qui est beaucoup plus qualitative grâce au copywriting. Et en fait, moi, ce que j'ai envie, c'est permettre aux gens de réaliser leurs rêves à travers un canal qui est le SEO, mais surtout en devenant des freelances d'élite, tu vois, en disant ce que moi-même, j'ai eu peut-être un peu de mal à valoriser parce qu'on parlait que des startups et des grosses entreprises. J'ai dit non, mais tu peux faire 10 000 euros. Je préfère que tu fasses 10 000 euros en tant que freelance, en freelance SEO. Et aujourd'hui, moi, c'est le SEO que je connais. Mais surtout, il n'y a pas de raison que tu sois un bon consultant SEO, que tu gagnes 2 000 ou 3 000 balles. Il faut rappeler quand même qu'un consultant en SEO, et beaucoup ne le savent pas, est mal payé en agence. Après, les clients ils te disent « Ouais, mais ils viennent me voir, je suis déçu de mon agence. » Oui, mais demande-toi combien il paye aussi le consultant. Quand tu verras combien il le paye, paye la même somme, mais directement à un consultant en direct, et là, tu verras la différence. Parce qu'un TJM d'un consultant SEO moyen, ça va être 500-600 euros jour homme. Le taux journalier, si tu veux, combien il est payé à la journée un salarié SEO, c'est 150 euros. Ou max 200. Donc c'est 3 fois, voire 4 fois plus que tu es payé, si tu veux, quand tu es freelance. Et alors, le problème, c'est que les clients, ils s'en rendent vite bien compte qu'en face d'eux, ils ont des juniors, ils ont des alternants ou des stagiaires. Pourquoi tu verras dans une agence, tu verras la moyenne d'âge, c'est 25 ans. Ça veut dire, et on verra que le poste clé dans une agence, c'est l'happiness chief officer. Donc ça va être la colonie de vacances. C'est-à-dire, dès que tu as 30 ans, tu es un vieux. Donc, à partir de 30 ans, le modèle d'agence dit quoi aux bons consultants? Casse-toi et mets-toi en freelance. Quitte à travailler avec nous, d'ailleurs. Tu vois, tu peux travailler. Il y a beaucoup d'agences qui aiment bien, moi, me contacter, par exemple, sur Malte. Emmanuel, on a un gros contrat. Et, tu ne veux pas travailler avec les 2 alternants qu'on a et toi, tu les chapeautes. Ça, aujourd'hui, il y a plein d'entreprises qui continuent à travailler avec des agences, mais ce modèle-là, il est dommage. Et donc, moi, je pense qu'il y a un vrai marché de consultants de qualité qui rêvent de devenir freelance SEO et qui peuvent le devenir, mais ils ont besoin de monter en compétences en tant que freelance. Et surtout, un autre truc, maintenant plus par rapport au SEO, c'est qu'on leur a appris à vendre des audits SEO à 5 000 balles sur une semaine. Moi, je vais t'apprendre à vendre un audit SEO qui va te demander peut-être une journée de travail. Tu vas le vendre 1 500, mais qui apportera beaucoup plus de valeur à ton client qu'un audit qui fait 50 pages où il y a 35 pages de bullshit où tu racontes ta vie. Et tout le monde s'en fout du moment où, en quelle année l'agence a été fondée, il y a combien de personnes, il était présent sur combien de pays. Quand tu regardes à quoi ressemble un audit SEO d'une grosse agence, tu peux jeter la moitié. C'est un beau travail de design, ils ont mis 3 jours à faire un super PowerPoint, mais ça apporte 0 valeur. Donc cette poudre aux yeux et ce monde-là, moi je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui sont en train de le quitter, et je forme actuellement des personnes. Je vais en citer un, par exemple, Issif Soumaoro. Issif Soumaoro, c'est un basketteur professionnel.
il est diplômé en SEO, etc. Il a essayé 1 an l'agence, il a dit c'est pas pour moi. Il m'a dit Emmanuel, forme-moi, je veux que tu me formes au freelancing SEO, comment je chope moi mes propres clients et que je leur apporte. Et c'est vrai que lui, le problème, il avait été déformé dans le mode agence. On lui donnait des modèles hyper processés pour des trucs surdimensionnés, alors qu'en face de lui, je lui dis c'est quoi les clients, quels clients tu as de ton côté, et il me parle d'un resto, d'une petite TPE, d'un copain qui ouvre un club de sport. Et les enjeux SEO pour ces entreprises ne sont pas du tout les mêmes que si tu bosses pour Decathlon. Donc aujourd'hui, je pense que tu as beaucoup d'intérêt à faire du SEO pour des très belles TPE, des PME, beaucoup de choses à faire, qui sont quand même 90% des entreprises. Et qui peut mieux les services si ce n'est les freelances. Et je finis sur un point important, c'est que le freelancing, c'est un jeu qui n'est pas de winner takes all. C'est à un moment donné, un freelance, il y a de la place pour tout le monde, parce que le gâteau, d'abord, il est très gros. Et surtout, un freelance ne peut pas prendre une infinité de missions. C'est-à-dire qu'il y a une capacité d'absorption qui est limitée. Ce qui n'est pas le cas, on va dire, des agences qui te racontent toujours des histoires. Ouais, mais nous, on peut tout prendre, on peut absorber, etc. Mais c'est pas vrai. De toute façon, ils ont du mal à recruter. Et surtout, en fait, le modèle d'agence, il convient à quoi ? Il convient aux très grandes entreprises. Où là, c'est vrai que s'il faut faire le SEO de Decathlon, il faut plein de personnes. Et probablement, là, c'est les limites du modèle du freelance. Je pense que Decathlon, ils vont pas signer... je sais pas, tiens, j'ai appris par exemple le groupe Verlaine qui fait pas mal de... Ils payent 100 000 € par mois en SEO. Ils vont pas donner 100 000 € par mois à un ou deux freelances. Donc là, ils passent par une grosse agence avec des gros process. Ça, OK. Mais les gens focalisent leur attention sur des très gros groupes, alors qu'en réalité, souvent, c'est un cabinet d'avocats, un cabinet comptable, et qui n'ont pas besoin, justement, du process des grosses agences et qui n'ont pas de raison de payer, je sais pas, 50 000 € pour leur SEO. Il vaut mieux qu'ils filent 20 000 balles ou 25 000 balles à un freelance et ils auront 10 fois plus de qualité. Donc, ce bootcamp freelance SEO, ça va sortir quand ? Là, disons que je suis en train de faire un petit test, parce que là, j'ai lancé un petit bootcamp juste freelance. Ok. Freelance, ouais. T'en as vendu combien ? Une dizaine. Ouais, alors que t'as pas fait un lancement très... Ouais. Tu as fait du bouche à oreille ou... J'ai fait un peu de bouche à oreille, j'ai fait un petit webinaire dessus, j'en ai parlé, j'ai fait quelques posts LinkedIn. C'est bien, hein, 10 à distance en plus. Ouais, j'ai rencontré personne. J'ai eu un gars comme toi qui a déjà acheté d'autres produits, 1 sur 10, tu vois, qui m'a acheté tous les produits Emmanuel, Damien Carrier, tu vois, il m'avait pris le coaching, il a pris lui à prendre le bootcamp, il a pris un autre truc, enfin bref. Mais pour moi, c'était de créer des contenus et apporter de la valeur à des freelances. Là, en l'occurrence, il y a pas mal de gens de la communauté plus data et dev. Il y en a quelques-uns dans le SEO. Mais moi, mon sujet, c'est après l'été, commencer à rentrer vraiment dans le vif du sujet, commencer à aller créer les contenus, entre autres avec Manon Clabot, parce qu'il y a beaucoup de contenus à créer, mais contenus qui ont vocation à aider des freelances qui répondent à des besoins de TPE, PME. Les freelances sont excellents pour les TPE, PME. Et il n'y a aucune raison qu'une TPE, par exemple, ou une PME se prenne pour un très grand compte et fasse appel à des grosses agences. Et ça risque d'être très déceptif. Ça va coûter combien ton bootcamp ? C'est pas arrêté, mais le prix, mais disons, je pense qu'on sera autour de 2005-3000. Moi, je pense 2005-3000. Maintenant, le format que j'ai en tête, ce sera peut-être un format sur, je sais pas, 2 mois, 3 mois, entre 10 et 12 semaines, entre 2005 et 3000. Présente-moi un peu comment tu as créé l'offre, tu as modulé l'offre, le programme. Pitch-moi le bootcamp freelance SEO. Et nous sommes en call. Je te dis, est-ce que tu peux m'expliquer un peu comment ça va se passer ? À quoi j'ai droit ? Alors, dans ce bootcamp SEO, il y a une partie théorique sur le SEO, mais surtout, on va aller vraiment à l'essentiel sur chacun des grands aspects SEO qui apportent de la valeur à tes clients et comment tu vas les vendre. Ça veut dire le contenu, quelles sont les objections, pourquoi, combien de contenu. On ne va pas reprendre les méthodes des agences, mais on va voir vraiment qu'est-ce qui marche, comment le faire, avec qui s'appuyer, quels sont les rédacteurs, combien ça coûte. Très orienté business. En fait, chaque aspect du SEO va être orienté business. Donc ça, c'est plus le sujet, on va dire, c'est aller sur les aspects théoriques du SEO, mais les ramener très vite aux besoins des TPE-PME et leur proposer finalement ce qu'ils ont besoin. Souvent, par exemple, un truc tout con que je donne, si tu veux, il y a un gars que j'aime bien, qu'on va citer, qui s'appelle Guillaume Guersan, que je ne connais pas perso, mais j'aime bien ce qu'il fait. Lui, il vend des devis SEO en devis à tiroir. Tu vois, tu peux ajouter des modules ou des étapes.
Ça, c'est bien. Tu vois, les agences ne font pas ça. Les agences, ils te disent, ça vaut 3000 balles. Tu vois. Lui, il a une logique de devis à tiroir, de tarif dynamique. Tu vois. Et ça, j'aime bien. Ça, c'est très smart quand tu es freelance. Parce que un freelance, il peut se permettre d'avoir une tarification dynamique. Il peut. Il n'est pas obligé de vendre que des trucs à 5000 balles et rester fixe sur ses tarifs. Donc, moi, ce qui est important dans ce bootcamp SEO, c'est de reprendre tous les fondamentaux du SEO, la stratégie de mots-clés, la création de contenu, les backlinks, les aspects techniques, reprendre cette partie-là. Donc, ça demande quand même un certain niveau SEO. Ça, si tu connais rien, ce ne sera pas la bonne formation. À la limite, forme-toi déjà. C'est aussi tout ce qui touche vraiment à la rédaction SEO. Ça peut être aussi quelqu'un qui est copywriter, rédacteur, quelqu'un qui travaille dans cet univers-là. Moi, je pense que c'est un canal quand même très, très puissant, le SEO. Hein. Je sais pas, tu veux remonter sur avocat divorce, c'est une requête à la con, c'est important de savoir créer des contenus autour de cette requête et de créer des bons contenus. Donc, ces aspects-là, on va les aborder dans le bootcamp, mais il y a aussi une grosse partie du bootcamp qui va concerner la posture du freelance, sa capacité à générer des leads et à les closer. C'est-à-dire, quels sont les canaux d'acquisition du freelance, lesquels fonctionnent le mieux pour lui, parce qu'il y a plein de canaux d'acquisition, mais sur le freelance, pas tout est adapté. Et donc, l'idée, c'est d'amener la personne à être un bon freelance. C'est-à-dire quoi, un bon freelance? C'est qu'un freelance où il reçoit des mails, il reçoit de l'inbound, il n'a pas besoin de passer son temps à la prospection, donc il arrive à imposer ses prix, il réussit à closer ses leads, et il délivre un travail de qualité où il y a de la répétition, du client qui revient vers lui, il y a du bouche à oreille. C'est-à-dire, moi, aujourd'hui, ça m'a pris 2-3 ans à ressentir la force du bouche à oreille. Quand tu es freelance SEO, c'est important que tu aies plusieurs canaux d'acquisition qui soient actifs. Et donc, c'est l'idée du bootcamp freelance SEO, c'est ça. C'est que tu deviennes un excellent freelance capacité à générer du lead, et très bon en SEO, mais un SEO orienté ROI, rentable pour un client TPE-PME qui n'a pas les budgets de Decathlon. Mais alors, donc ça, c'est on va dire la promesse. Donc, tu as une partie expertise technique et une partie posture de freelance, acquisition en gros. Oui. C'est-à-dire, en gros, je t'apprends à être un bon freelance, enfin, être un bon SEO et bon pour générer du cash et gérer les clients, etc. Mais comment, je veux dire, le programme, c'est-à-dire, tu vois, combien il y a de coaching en direct avec toi? Enfin, est-ce qu'il y en a? Combien? Est-ce qu'il y a des cours? Est-ce qu'il y a un support de formation? Alors là, je suis en pleine construction du programme puisque je vais le lancer. En fait, ce que j'ai en tête, c'est lancer une première cohorte, si tu veux, septembre-octobre, qui sera un peu la cohorte test. Et ensuite, à partir de 2025, si ça fonctionne bien, là, on y va. Donc là, tu es en train de construire, en fait, c'est-à-dire comment tu vas transmettre, etc. D'accord, ok. Voilà, mais dans l'idée, si tu veux, rapidement, je pense qu'il y aura des masterclass, du suivi. Je pense qu'il y aura même des intervenants extérieurs, parce qu'il y a certains sujets qui méritent, en tout cas, d'avoir un regard extérieur. Il y aura du coaching en one-to-one. Moi, j'imagine des cohortes relativement petites. Ça peut être, je sais pas, 15 personnes, 20 personnes, mais avec un début, une fin. C'est vraiment comme il y a des rentrées, si tu veux. C'est pas tu rentres quand tu veux, c'est pas tout en asynchrone. Il y a un peu de synchrone. Et effectivement, c'est quelque chose sur lequel le programme n'est autant les sujets que je vais aborder sont clairement définis, parce que j'ai ma trame, j'ai eu le temps de les poser, autant pas tous les contenus ont encore été créés. Donc il y a des choses sur lesquelles je suis en train de travailler. Tu fais du business depuis quelle année? 2011. Une douzaine d'années. 2010, je crois. Ouais, 12 ans. Tu fais du business. T'as ouvert ta première entreprise en 2010. Ouais, je me suis lancé. En fait, j'ai lancé une auto-entreprise première année. En fait, j'enseignais le marketing. Et j'avais envie de me lancer en auto-entreprise. Enfin, j'avais envie de... En fait, j'étais enseignant de marketing. Et puis, le directeur m'a envoyé dans un séminaire à Londres. Et dans le séminaire, il y a une fille qui a présenté l'entrepreneuriat dans les pays d'Europe de l'Est. Genre, c'est une ex-Yougoslave. Et elle racontait comment en Bulgarie, il y avait des entrepreneurs et tout. Et moi, je sais pas, je me suis dit, putain, c'est ouf. Moi, je suis français, j'ai grandi en France, j'ai peur de me lancer. Et tu as des gars qui sont en Slovénie, qui sont des pays qui ont, je sais pas, en Bosnie. Après, ils partent de zéro. Ils ont vécu 70 ans dans des pays communistes. Ils n'ont pas la culture de faire du business et tout. Ils se lancent. Et moi, je suis en France et je n'ose pas me lancer. À ce moment-là, ils ont lancé en France. Donc, c'était le début de l'auto-entreprise. Et j'ai dit, tiens, je crée tout de suite une auto-entreprise. On va voir ce que ça va donner. Et la première année,
j'ai compris que ça marchait. Et du coup, petit à petit, je me suis dégagé de l'enseignement. Emmanuel, on a fait le tour du monde. Dernière partie, je vais te donner 5 critères, on va dire, et tu vas me donner une note de satisfaction de 0 à 10 dans ta vie. Et t'as pas le droit de dire 7. Ok? Donc c'est soit 8, soit 4. Non. Ah ben, je sais pas. Je te dis amour. Ah, c'est bien ça. Amour, 8? 8? Ouais. Pourquoi pas un peu plus? Amour. Waouh, c'est compliqué, amour. Alors, à part pour une raison simple, c'est que je pense que c'est vicieux comme question. Non. Alors, je pense qu'en fait, si tu veux, l'étape qu'on appelle l'amour fou, ultra fusionnel et tout, c'est de toute façon quelque chose qui est de toutes les façons éphémère. Après, tu rentres dans des strates plus compliquées, qui sont ce qu'on appelle de l'amour profond. Et ça, c'est des choses qui demandent de la construction, du travail. Et donc, du coup, on est dans l'approfondissement de l'amour. Mais c'est un amour qui n'est pas le même que l'amour-passion ou l'amour-fusion. Donc, en fait, je crois, tu vois, une phrase de... Tiens, moi, ça me fait penser à une phrase, je la citerai pas en latin, mais c'est une phrase de Spinoza, tu sais. Tout ce qui a de la valeur est rare, tu vois. Et l'amour, c'est un truc comme ça. Je pense que ça veut dire... le vrai amour, c'est quelque chose de rare. Et c'est quelque chose qui est coûteux et ça te demande un effort. Je crois pas... les trucs qui sont faciles et tout, c'est bien, mais en général, ça dure pas longtemps, quoi. Donc, quand tu dis amour... Je vois tout de suite aussi un challenge. Ouais. Voilà. Ok. Je dis ami. 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 Ah, je dirais 6, tu vois. 6? Ouais, c'est un peu faible là-dessus. Je suis pas très bon. Parce que, en même temps, Enfin, on n'en a pas parlé, mais tu fais que bosser aussi. Ouais, je fais que bosser. Et quand tu bosses pas, tu t'occupes de ta famille. Ouais. Mais je pensais que je suis un... Ouais, bon. Tu vas boire des bières avec tes potes parfois ou pas? Non, tu vois. Non. Enfin, des bières ou du... Oui, peu importe. Ouais. Est-ce que je chill avec des potes? Est-ce que t'as le droit? Oui. Est-ce que tu t'autorises le droit dans une semaine, par exemple, d'aller faire un restaurant avec un copain Non. Tu vois, non. Très peu. Très peu. Non, très peu. Je suis mauvais. Ouais, je suis mauvais là-dessus. Je suis mauvais... Et encore, tu aurais 6, t'as raison. Peut-être que je suis encore plus mauvais que ça. Bah après, oui, mais après, tu parles quand même avec plein de gens et tout. Oui, non, je suis social. En fait, voilà, si tu veux, les gens pensent que je suis ami avec eux. Enfin, moi-même, je suis sincère avec les gens. Je suis ami avec plein de gens. Mais voilà, par exemple, l'exemple que tu as dit, est-ce que je vais prendre... Tiens, regarde, voilà, quand j'étais à WeWork, pendant 2 ans, donc j'étais dans un WeWork, il y a un gars que j'aimais, qui est très sympa, qui devient un ami. Ah, il me supportait pas. Ça veut dire que j'étais le seul mec qui bossait, même pendant la pause du repas, tu vois. Je bossais tout le temps. Très rarement... Enfin, s'il fallait manger, moi, c'était biologique, tu vois. Je restais un quart d'heure, je mangeais. Mais j'avais énormément de mal à prendre du temps avec lui, tu vois. Lui, il avait besoin... Alors, il fumait du shit. Donc, il me disait, tiens, tu veux pas une taf et tout et il fait, non, tu vois, je bosse. et en fait, je suis un peu... tu vois, la fumette récréative... Je comprends très bien le délire. Mais, bon, attends, il y a un truc que tu sais pas aussi, c'est que moi, pendant 10 ans, j'ai vécu un peu une vie de bohème, tu vois. C'est où j'ai été très entouré de potes et tout. Oui. Ça veut dire, c'est ça un peu le délire. C'est que, en gros, moi, de 18 à 28 ans, ou de 18 à 30 ans... Bon, attends, je vais t'expliquer pourquoi... Enfin, la question d'amitié, c'est que... Enfin, faut que je trouve le bon équilibre. Mais ça me fait un peu mal, tu vois. Parce que pendant... je vais être très honnête. Pendant 10 ans... Mes amis m'ont plus tiré vers le bas que amené vers le haut. Oui. Tu vois, c'est ce que Jean-Charles, tu vois, Jean-Charles Kurdali, il raconte ça un peu. Lui, il a créé une figure, un concept sur Orelsan, tu vois. C'est bien d'être entouré de potes et tout. Et moi, c'est vrai que mes potes, j'avais des potes, tu vois, qui buvaient, qui s'amusaient, qui passaient des heures, on dormait à 3h du matin, machin, etc. Mais c'est des potes où, quand j'ai commencé à travailler sérieusement, je m'en suis détaché. Et après, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai du mal à retrouver
une nouvelle communauté de potes. Alors, mais j'ai eu des potes de 18 à 28 ans, mais c'était des potes qui m'ont pas amené à m'élever, ce soit sur le plan du business, sur pas mal de plans. C'est des potes qui... Pas tous, hein, j'ai pas dit ça, mais c'est vrai que c'est pas des potes pour lesquels... Ouais, je suis fidèle en amitié, mais il y a des amis qui t'aident pas. Et puis à un moment donné, quand la situation se délite, je veux pas tout faire pour rattraper le truc. Tiens, regarde, j'ai fait une interview avec Jean-Charles Kurdelli. Il y a un garçon qui a vu la vidéo, qui est un ami. Il n'a pas aimé. Tu vois, il est très critique. Ta vidéo, elle est nulle. Bah, ses amis, c'est pas un ami, ça. Ouais. Donc, et pourtant, c'est un ami. Tu vois, un ami que j'ai eu il y a 10 ans, 15 ans. Mais c'est des amis qui, à un moment donné, ils ne suivent pas ton évolution, ou ils ne sont pas capables de... ou qui te reprochent que tu les as quittés. J'ai un client. J'ai un client qui est devenu un peu mon maître spirituel. Je le cite comme ça, si jamais il nous écoute. Il s'appelle Patrick Martinez. Patrick Martinez, je suis tombé amoureux de ce client. Ça arrive rarement, mais je suis tombé vraiment amoureux de ce mec. Je l'adore. Et je ne comprenais pas pourquoi il m'inspirait tellement. On a eu des discussions, à chaque fois ça durait longtemps et tout. Et un jour, j'ai compris. Je lui dis, Patrick, raconte-moi ton histoire. Et en fait, il a une histoire assez similaire à la mienne. C'est que le gars, il était de 20 ans à 40 ans, il était metteur en scène dans le théâtre. Et il a fréquenté qu'un monde de bohème et tout. À 40 ans, il a commencé à travailler. Il a quitté l'univers du théâtre. Et du coup, il a dû se refaire des nouveaux amis, etc. Et on lui a fait des reproches. Pourquoi t'es plus avec nous et dans la troupe et tout. Et moi, c'est un peu ça aussi. C'est-à-dire que mes amis, je les ai un peu abandonnés, entre guillemets. Ouais. Ils m'en veulent. Si je te dis argent, satisfaction financière. 6 aussi. Ouais. 6 sur 10. Ouais, je suis pas très content parce que pour 2 raisons. Ça, c'est facile, l'argent pour moi. Ami, c'était dur. Argent, c'est facile. Dans 6, c'est très simple. C'est que mes besoins, j'ai des besoins importants et j'ai des ambitions importantes surtout. C'est-à-dire, je veux faire beaucoup plus de cash que ce que je fais aujourd'hui. Et la deuxième chose au niveau de l'argent, c'est que, en fait, aujourd'hui, j'ai aussi conscience du temps qui passe et que j'avais pas à 30 ans ou à 25 ans, je sais pas. Aujourd'hui, j'ai beaucoup plus conscience du temps qui passe et donc, du coup, je veux faire plus d'argent, mais en moins de temps de travail. Et donc, du coup, oui, je suis insatisfait là-dessus. C'est pour ça que je viens au mastermind aussi. Tu vois. Si je te dis santé 4, ouais, 4. Santé, ouais. Et à 4, je suis gentil. Hein. Mais en vérité, ultra sédentaire, à cause du remote, mon hygiène de vie pourrie et tout. Je prends pas soin... je fais pas de sport. Du tout. On n'avait pas conclu un marché sur ça? Sur le sport? Ouais, bah, je t'ai menti. Qu'est-ce que je t'ai raconté? Non, tu vas pas raconter. Ah, je sais plus. Non, je n'ai pas avancé. Très peu. J'ai rendu fou Marceline Arthuis, j'ai essayé de travailler avec elle. Ouais. Même Flavio Guillonneau, que j'ai contacté, on a parlé et tout. J'ai pas avancé. Santé, non, ça va pas. J'ai pris du poids. Le COVID, en fait, j'ai eu trop d'emmerdes. Enfin, trop d'emmerdes où c'est pas un sujet que j'arrive à prioriser. Entre le Covid, les conflits, bref, la guerre, etc. Enfin, mon espace mental fait que je reporte ça tout le temps. Et c'est un truc, je sais pas, je suis assez en vue, entre guillemets, d'entrepreneurs qui se lèvent le matin, font du sport, qui arrivent à placer du sport dans la journée. C'est un truc que je fais pas du tout. Et parce qu'autour de moi, je suis pas inspiré par ça, et parce que j'ai pas une culture là-dessus, ou j'ai pas des proches qui font ça, ou des amis qui sont là-dedans. Mais en tout cas, je suis très mauvais là-dessus, très très mauvais, c'est une cata. Il y a Saïd Bloom, un jour, tu connais Saïd Bloom? Oui, Saïd Bloom. Ouais. Il y a un jour, tu sais, il écrit plein d'idées sur Internet et tout. Un jour, il a fait un article et il a dit il y a une différence entre to have time et to make time. Et il dit en fait, les choses que tu n'as pas envie de faire, tu diras toujours j'ai pas le temps. Par contre, les choses qui sont fondamentales pour toi, tu te demandes pas si tu as du temps. Ouais. Tu as 24 heures. Dans ces 24 heures, tu te dis ça bouge pas. Et une fois que j'ai fait ça, le reste, on voit ce que je fais le reste du temps, tu vois. Par exemple, je te donne un exemple. T'as le temps de manger? Oui. Non, pourquoi tu n'utilises pas le temps où tu manges pour faire du sport?
Parce que si tu manges pas, tu meurs. Oui. Tu vois. Mais vraiment, si tu dis... Non, mais ça va te paraître bizarre parce que... Non, En fait, je te dis ça parce que moi, j'étais comme toi. Et franchement, la discipline, c'est pas mon fort. Même si maintenant, beaucoup plus. Mais vraiment, le sport, si tu te dis... ouais, peut-être si j'ai le temps, c'est là où ça va pas. Et vraiment, ça doit être un changement de mindset et majeur, mais où tu dois te dire... La question, c'est pas est-ce que j'ai le temps. La question, c'est quoi qu'il arrive, je dois faire 3 séances par semaine. Tu vois, et genre, tu te dis, c'est pas négociable. C'est pas négociable. Et limite, tu fais passer ça avant le travail. Ou genre, tu te dis, Naval, il disait, genre, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, etc., je travaille pas tant que le matin, j'ai pas fait 45 minutes de sport. Genre, c'est le truc, je me lève, c'est le premier truc que je fais. Et ça, c'est pour ça que je le fais le matin. Et il me dit, en plus, ça te donne de l'énergie, de l'humeur, etc. pour toute la journée. Et une fois que j'ai fait ça, et genre, tu peux vraiment pas me l'enlever, sauf si je suis en voyage ou autre, après, on fait autre chose, tu vois. Et je te dis, ça paraît con, tu dis, ouais, merci, ok, le sport, d'en faire une priorité. Mais c'est même pas en faire une priorité. C'est limite en faire la priorité numéro 1. C'est-à-dire, je fais rien tant que je t'ai pas fait ça. Et les autres, vous me cassez pas les couilles. C'est-à-dire, tu changes, ok, tu dois délivrer le client, ok, bon, après, c'était une deadline de ouf, mais le truc, c'est que si tu t'es fait avoir par une deadline, c'est que t'as pas organisé. Et justement, si tu dis, t'intègres dans ta routine les 45 minutes de sport, en fait, tu vas mieux prévoir. Tu vas dire, ah, mais là, je pourrais pas caler ce truc et tout. Et d'ailleurs, un truc, je suis sûr, en te connaissant, que tu laisses les gens te caler des rendez-vous de 8h à 20h. Hein? Presque. En tout cas, non, mais je sais. On va passer un marché. Je sais que tu le fais. Donc. Mais tu te lèves à quelle heure le matin? Ah, c'est tôt, quand même. Ouais, 7h moins quart. 6h45, 6h30. 6h45, ouais. T'emmènes les enfants à l'école? Oui, j'emmène ma fille. Je la dépose à 8h. Ouais, t'as une routine alors? Ouais, j'ai une plus ou moins. Ok. Est-ce qu'on passe pas un marché? Après, quand t'as amené les enfants à l'école, tu rentres chez toi? Ouais. Ok. Imaginons, et franchement, je te jure que moi, c'est comme ça que j'ai réfléchi. Et mais en fait, tu peux pas faire. Franchement, je vais te dire, si tu le fais pas, tu vas pas faire autrement. En fait, tu changes le mindset, tu te dis. Et tu vas voir, parce que quand tu seras dans ta voiture, t'es en voiture? Non, à pied. À pied? Mais parce que tu vas penser à moi. J'ai envie que tu penses à moi. Une fois que t'as amené tes enfants à l'école, ouais. tu rentres pas chez toi. T'es obligé d'aller à la salle de sport. Genre, tu fais un détour, 45 minutes, t'intègres ça dans ta routine. Et en fait, il faut que tu te visualises ça. Il faut que tu visualises le chemin. Il faut que tu trouves la salle de sport. Il faut que tu visualises le chemin. Et tu dis non, dans ma routine, une fois que j'ai posé les enfants à l'école, je rentre pas chez moi, je vais à la salle de sport. Parce que tu réfléchis même pas. Tu te poses même pas la question. C'est même pas est-ce que j'y vais ou pas. C'est j'y vais. Et tu fais 45 minutes, marche rapide, tapis, ce que tu veux. Tu peux même bosser à la salle de sport, oui. Si tu veux. Et une fois que tu as fait ça, tu rentres et tu te mets à bosser. Et c'est impossible, dans ce créneau de 45 minutes, que quelqu'un te book un call. Genre, tu ne l'autorises pas. Non, je pense que c'est possible à faire. Non, mais je veux pas que c'est possible. Je veux que tu me dises, je m'engage à le faire. Non, mais si tu t'engages, je vais vérifier. Ok, 3 fois? Parce que c'est beaucoup 3 fois. Non, j'ai pas dit 3 fois, j'ai dit tous les jours. Ah, maintenant, c'est passé à tous les jours. Donc 5 fois. Attends, je l'amène. Non, oublie le week-end, si tu veux. Oui, non, bon, on va dire 5 fois. Lundi à vendredi. Parce que, attends, lundi, mardi, mercredi. C'est quand même pas beaucoup, 45 minutes. Et dans ces 45 minutes, tu peux traiter... Tu parles même pas de... Enfin, si je dois aller à la salle de sport la plus proche, je pense que je m'attends... bon, ça dépend comment j'y vais. Bon, peut-être qu'il y a un bus ou je sais pas. Bon, ça dépend, il faut que je trouve les endroits. Mais t'es entrepreneur, tu peux prendre le bus. Oui, mais je sais pas. Bref, parce qu'en fait, c'est un endroit... Bon, peu importe, il faudrait que je trouve l'endroit le plus proche. Mais même, imaginons... Enfin, tu dis une activité physique ou bien vraiment la salle de sport? La salle de sport, mais tu peux faire du tapis à la salle de sport si tu veux. Je te dis pas de te... Ouais, mais tu sais quoi, tu prends un coach si tu veux. Tu prends un coach une fois par semaine. Marceline, elle m'a dit achète-toi un tapis. Elle m'a dit comment ça... Elle me disait achète-toi un tapis, peut-être pourquoi pas, tu vois. Mais en tout cas... Non, okay, allez, tu me dis 3... On va dire déjà même de la marche rapide. 45, combien c'est 45 minutes de séance? Ouais. Tu te mets 5 km/h avec un petit peu de pente. 5 km/h. 5 km/h, c'est pas mal déjà, 5 km/h. 5 km/h, pendant ce temps, tu cours pas, hein, c'est de la marche rapide. Ouais.
et tu te mets un podcast, tu tries tes mails si tu veux. Bon, idéalement, je te ferai faire de la force, mais tu vas pas, si je te fais faire, tu vas pas le faire. Donc, marche rapide, tu fais 45 minutes de marche rapide 5 fois par semaine. Okay. Marché conclu. Allez, marche. Tu le fais? Ouais, on fait le bilan. Je te dirai dans... Ok. Allez, go. Ok. Et même en vacances? Je pars en vacances au mois d'août. Ouais. Non, mais en fait, le sport, c'est pas... En fait, il n'y a pas de vacances pour le sport. C'est un truc... ok. Non, le sport, c'est... En fait, il faut l'intégrer dans ton quotidien. Alors, c'est marrant. Quand tu vas en vacances, tu manges ou pas? Ouais. Tu manges? Ouais. Mais pourtant, c'est les vacances. Ouais, c'est vrai, non. Non, le sport, c'est comme manger. Tu fais le sport. Parce que sinon, si tu le fais pas, tu prends une mauvaise habitude. Ouais. Mais tu te rends pas compte à quel point c'est une révolution chez moi de faire ça. Mais oui, mais c'est pas de la perte de temps, c'est un investissement. Non. En fait, tu auras plus d'énergie, tu vas te sentir mieux, tu vas mieux dormir. Ouais, non, je sais. Et ok. Si je te dis satisfaction, épanouissement personnel. Pas mal. Je me sens mieux depuis pas mal. Alors je dirais même épanouissement personnel. Mais je suis pas mécontent. J'ai envie de dire, il y a peut-être des jours où je suis plutôt à 6, tu vois. Je me dis, ok, mais des jours où je suis bien content, 8, voilà. Ok. Je suis content. J'ai un objectif. Je sens quand même, allez, on va dire comme ça, disons, je sens quand même que je suis pas très éloigné de ce que je voulais faire. Donc, ça, pour moi, c'est ça l'épanouissement. C'est que t'es pas trop loin de qui tu... Enfin, je ressens pas quelque chose d'autre que ce que je voudrais faire. Donc ça, je suis content. Ça fait plus mal sur les sujets d'amitié et de sport ou de santé, tu vois. Donc, parce que pour moi, j'ai pas du tout intégré que le sport, c'est un sujet, tu vois, où j'ai pas intégré. Même l'amitié, l'amitié, c'est quelque chose que j'avais pas intégré, tu vois. Par exemple, tu vois, il y a une étude. Tu connais l'étude Harvard sur la longévité. Ils disent que l'élément numéro 1 de longévité, c'est les relations sociales, les connexions sociales, etc. Donc le gars, il a des amis, quoi. En fait, ce qui lui permet, je sais pas, dans l'île d'Okinawa, ils sont très amis et tout, et puis ils vivent très longtemps. Je commence à l'intégrer. Je commence même à intégrer qu'en fait, il ne faut pas forcément des grandes attentes. Ça, il vaut mieux même avoir un ami avec ses faiblesses, sa fragilité, ses conneries, ses défauts. C'est mieux qu'être seul. Ça, il vaut mieux manger à midi, tu vois, ne pas faire ce que j'ai fait. C'est-à-dire, moi, pendant 2 ans à WeWork, j'ai jamais mangé avec les gens. Il vaut mieux manger avec un con que manger seul. Voilà. Je commence à comprendre le truc. Ouais. Je pense que ça dépend à quel point le mec est con. Mais Oui, c'est très con, peut-être, non. Oui. Mais okay. Même un peu con, ça. Écoute, merci Emmanuel. Où est-ce que les gens peuvent te contacter et qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour toi? Donc ils peuvent acheter ta formation Malte, Ouais, déjà ils peuvent me suivre sur LinkedIn pour l'instant. Ils peuvent s'inscrire à ma newsletter sur lequel je suis pas très actif, mais il faut que j'avance. Ensuite, tout de suite, ils peuvent acheter un coaching Malte s'ils veulent cartonner en tant que freelance, parce que Malte reste la plateforme number 1. Donc, il faut que je le place. Ça. Mais c'est vrai, je suis sincère. En fait, j'ai changé trop la vie des gens sur Malte. C'est con de ne pas aller. Il faut juste comprendre qu'aujourd'hui, les plateformes d'intermédiation, c'est trop important et tu ne peux pas ne pas aller dessus. Donc, ça, c'est un truc. Et puis, ceux qui veulent avancer en SEO, qui veulent progresser, qui s'inscrivent à mon bootcamp qui arrive tout bientôt, qui veulent avancer sur de la presta SEO, ils peuvent me contacter plus simple sur LinkedIn. Oui, et ceux qui veulent du SEO pour leur entreprise, ils te contactent aussi. Ouais, complètement. Voilà. Merci Manuel. Merci Thibaut.